basement, I don't know, but the house is full of smoke. Please send somebody. On nous a envoyés sur un incendie de structure. Je me suis dit que ça devait être une maison ou un bâtiment de ce genre. Alors j'ai cherché des flammes pendant qu'on roulait. À l'époque, on venait tout juste de nous distribuer des caméras d'intervention. On ne sait jamais à quoi s'attendre une fois sur place. Okay. Les pompiers sont immédiatement entrés dans la maison. Pendant qu'on interrogeait la personne, un membre de la famille qui avait appelé les secours. Yes, that part of the lock is on the ground. I know somebody must have kicked it in. Okay. And I don't know when. does she have anybody come and visit her or any kind of home health there? My dad passed away. She has a lot of friends. Yeah, my brother and I came over yesterday afternoon. You're her grandson? Yeah. I'm asking. And there's no answer. What time was that? Probably around 2 o'clock. It looks like I have some detectives come and talk to you. You guys don't mind sticking around, do you? Okay, great. Elle nous a indiqué quand elle avait parlé à sa mère, Suzanne, pour la dernière fois, et pourquoi elle avait décidé de venir. Quand j'ai vu de la fumée qui s'échappait par la porte d'entrée, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas un incendie ordinaire. Il y avait un peu de fumée dans la cuisine par laquelle on est entré, mais pas beaucoup. Et on voyait qu'elle s'élevait du sol. On a descendu un escalier, pas tout à fait terminé, qui menait à un sous-sol en chantier. On a regardé sur la gauche. Et on a vu une dame en feu. Des flammes de près d'1 mètre de haut jaillissaient de son corps. On a compris qu'elle était morte. Son corps était trop calciné pour qu'on ait la moindre chance de la sauver. Yeah, just get a quick statement from him. I'm sure investigations will talk to him again. Just give what we can for right now for the preliminary. Yeah, because we're going to need that for them when they roll up here anyway. Okay. You're first, buddy. What is it? Adam. You're with Station 1? Yes. What is your title? Firefighter. Station 1, I stand by this one for the PRT. Okay. You guys responded to a fire, right? Yep. Structure fire. What'd you see when you went in? Right when we made entry, there was some smoke, some moderate smoke on the first floor. We knew we found where the stairs were to the basement, and as I started going down the stairs, I could see flames. And as we made it farther down, we started the flames were on the bottom. Give me a second to catch up. On the bottom of the stairs, you saw flames? Yeah, as I started going down, the stairs started to get flames. It doesn't look like she's on the stairs. Okay, so she's not on the stairs, she's on the floor? Not on the stairs, not on the bottom of the stairs. When I got back with the water can, Adam already found a dry chemical extinguisher and put her body out. C'était assez surréaliste de voir autant de flammes jaillir d'un corps. C'était bizarre, mais j'ai gardé cette observation dans un coin de ma tête. Quand on fait ce métier, on ne réagit pas comme un individu lambda. On apprend à garder son sang-froid et à ne pas se laisser envahir par le stress. Yeah, like one course, like hatchet wound in the back of her head, maybe 2 inches of length. Maybe a 2-inch hatchet mark? Yeah, I mean it's the hole, but it's a lengthy style. I think it's sketchy. I guess the best way to put it. The flames were only on her. Carpet burned around her? It is. The chairs. Yeah, the chair. It's like there's a chair, and then that's burnt up, and her. And
And then there's an odd, like, little bundle of rope, but it doesn't look like it was used. And it's fairly intact. Bundle of rope? Like, well, like a tiny little piece, like utility rope. It's just weird. It's out of place for me. And I'm surprised it didn't burn the house. It's just so burnt up. Do you think this was a homicide? I do, just by strictly off the one person off their head. Okay. On est resté interdit quelques minutes sous l'effet du choc. Et puis on a examiné le corps pour essayer de comprendre ce qu'il s'était passé. C'était très étrange. La victime avait une jambe brisée et une grosse plaie à l'arrière du crâne, un coup de marteau ou de hache. La manière dont le corps avait brûlé était bizarre. Pas homogène comme sur un incendie normal. Une moitié de sa jambe avait brûlé. On s'est tous regardés en pensant, ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel. La situation était très louche. So I guess what I'm asking, like, how was she burned? So there's majority of strokes like anorectic. That's the best way to describe it. Like, her pelvis is gone. And then most of her right leg, from her knee down, and then it kind of brought to the back and burned to it. Like I said, this arm is like 3 inches long, right? Okay. And then like it's her face is like it's just kind of, it's not burned all the way through, but it's got good, burn. How do you think she was burned? I have no idea. Qu'il y ait autant de dégâts sur la moitié inférieure du corps et rien plus haut, c'était bizarre, incohérent. Le feu n'avait pas pris par les pieds. On lui avait versé quelque chose dessus. On est sorti pour aller expliquer aux enquêteurs et à nos supérieurs ce qu'on avait vu. On a fait attention à ne pas contaminer la scène, parce qu'une fois le feu éteint, la préservation des lieux était une priorité. L'incendie n'a pas réussi à détruire les pièces à conviction. Sous les ongles de la victime, on a pu récolter du matériel génétique, de l'ADN, qui n'était pas le sien. Ça signifie qu'elle avait eu un contact rapproché avec quelqu'un, au point de pouvoir récolter son ADN en le griffant, ou par un contact très intime. L'expert légiste a confirmé qu'il s'agissait de Suzanne Hernandez, 77 ans. Pour Suzanne, la famille et la foi passaient avant tout. J'ai été assigné à l'église de Pueblo par l'évêque en 2011. Quand je suis arrivé, j'ai fait toutes les messes. J'ai rapidement repéré Suzanne parce qu'elle était toujours à ma gauche, au premier banc côté gauche. Elle s'y asseyait tous les dimanches, sans exception. Suzanne adorait discuter de softball. Elle avait adoré pratiquer ce sport quand elle était jeune et elle y avait inscrit ses propres enfants. C'était sa passion. Au fil du temps, j'ai appris à la connaître. Penser à ce qui lui est arrivé est très perturbant. Le plus choquant, ce sont les circonstances de sa mort. La violence physique qu'elle a subie. Je ne peux pas m'empêcher de voir Suzanne assise à l'église. Je revois son visage. Ne plus la voir à la messe, ça a été très dur. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qui lui était arrivé. C'est tellement injuste. Qu'on puisse faire une chose pareille à quelqu'un d'aussi doux, c'est insensé. We're going to tape it off. You've already talked to the mom or the daughter. Can you just explain that we're taping it off because of the situation that she needs to leave? Okay. Out of the way. Yeah, I'll just have So we'll move tape across off. the street. That way, okay? Yeah, just away from the recorder. Yeah. Okay. What do you need? I'm trying to get more tape to get this a little bit wider for when I go.
Well, Anderson wants to the fence kind of further out. Well, if he wants it like that, we'll just go straight across to that fence and straight across to this fence. Okay. And then we'll have them people move out of the scene. You got some, Bill? Yes. You know, we got a fence. I mean, we'll just run along the top, ain't it? Right here? All the way across. All right, here. Yes. Did you hear that last bit of information? Not really. It looks like trauma to the back of the head. Maybe from like a hatchet or something, he said? How are you doing, ma'am? I'm nervous. Yes, ma'am. I'm There's Jeff something Brennan. How are you? wrong with the back. Yes, ma'am. There's a bunch of family over there. C'était un peu le chaos parce que de nombreux proches de la vieille dame arrivaient sur les lieux. The firemen just said they've been firing. You don't know why? Absolutely. Somebody wants to make, and they have the prime minister that you're going to leave it on for now. They have fun thinking, like you have to go, yeah. So we need to see what's going on. Okay, so we can't get in the house. I want to let you know, keep it up. Avant d'annoncer ce genre de nouvelles, on doit toujours respirer un bon coup pour que nos émotions ne prennent pas le pas sur les leurs. You got everything you need? All right, yeah, we got it. My husband was here as well. I don't know if he needs to come or Joe. No. We're gonna go down to the station. Hi, okay. Do they want me to stay here? Do you want to stay or? Are you the husband? Yeah, I'm the husband. My husband. I probably wouldn't hurt to talk to everybody. Okay. These two detectives here, I'll have them come over and talk to you, and I guess they want you to come in the station. And this is my mom. She's my grandma's daughter. Okay. Pink. Okay. So she just got here. I think everyone that's Okay. a relative is Okay. probably someone we're going to want to talk to. On a profité de la présence de tous ses proches pour prélever leur ADN, aussi bien pour les rayer de la liste des suspects que pour savoir qui était présent. Les analyses ADN sont une procédure qui prend du temps. Ça va de plusieurs mois à parfois un an ou plus. I don't know. Quand on a appris que sa mort était suspecte, on a regardé les gens différemment. Lorsqu'un incendie est criminel, il n'est pas rare que quelqu'un dans la foule sache quelque chose. Et comme il s'agissait peut-être d'un homicide, on a scruté les visages pour repérer qui avait l'air nerveux ou qui essayait de se cacher derrière quelqu'un. Le coupable est souvent présent, et ça fait tout drôle d'y penser. How you doing? Yeah, this is Detective Glenn Fillmore. This is your sister's house here? Susan Hernandez? Susan Hernandez. All right. Un homme m'a fait signe de m'approcher de la rue Balise. Now, did you hear of something that was going on here or anything? Or? Facebook, my grandson put rest in peace, grandson. That's all I heard. And then I called my other sister and they sent the picture for over here. Yeah. Well, I can tell you this this house right here is part of the crime scene now. Yeah, okay. And Susan. What happened? Well, that's what these gentlemen are going to try and figure out. The family members can't. Okay. I know you're all right. You're all right. Do what you got to do, buddy. Well, since we're right here, let me ask you: is there anybody within the family that you would feel could be ill? Basically, anybody on our side of the family, not really. You don't really touch, or I don't really know about the husband's side. Okay. You know, her husband's just kind of a later husband. Oh my God, this is 141.
Because you're afraid to see those hands. Okay. Let me ask you this, do you come and see her much? Yeah. Well, would you have knowledge to know if she usually keep her doors locked or unlocked? No. Unlocked? Anybody. Il nous a dit que Suzanne était assez insouciante et qu'elle ne verrouillait jamais sa porte. N'importe qui pouvait entrer et sortir de chez elle à sa guise. Quand on nous annonce qu'un proche ou une connaissance ne ferme jamais sa porte à clé, on en déduit automatiquement que n'importe qui peut avoir fait le coup, surtout dans ce genre de quartier où il y a beaucoup de passages. C'était la première fois qu'on entrait dans cette maison. On ne savait pas quoi chercher. On a demandé à la famille de regarder les photos et de nous dire s'il manquait quelque chose, pour éliminer ou non la thèse du cambriolage. Mr. Hernandez, you realize we're again recording? Yes. And that's with your permission? Yes. Okay. C'est son fils, donc il connaissait ses habitudes. Il savait comment elle tenait sa maison. Il pouvait nous dire s'il y avait quoi que ce soit d'inhabituel. We went over, you're the executor of the will, you filed the probate, but you're waiting on the death certificate yes. for things to move forward. Yes. Okay. And then your mom lived here alone? Yes. Since your father's passing? Yes. She drove herself around. Oh, Didn't yeah. need help? Okay. Yeah. Did she have a cell phone? Yes. And that cell phone has not been found, as the police have told me. Le téléphone portable de Suzanne avait disparu. On ne l'avait pas retrouvé. En 2015, on disposait déjà d'outils performants pour accéder au portable des gens. Le sien avait disparu. Et il fallait absolument qu'on le retrouve, afin d'établir un lien entre les différentes pièces à conviction et monter un dossier solide. To your knowledge, we talked a little bit about the financial piece. Did she tend to keep cash in the house or jewelry or anything? She did. Do you know the general amount she I tended? know the specific amount. We got into the middle bedroom here. There's a dresser right there. We opened the top dresser door. And there was a U.S. bank deposit envelope full of cash, $635. And they gave it to me. Secondly, in that same bedroom, in the closet, down on the floor, in a little lockbox, if you will, $4,000. Cash. My mother always kept that. It's still there. In her bedroom, on her dresser, in that dresser, 3 big jewelry boxes, jewelry, rings, nothing missing. Suzanne conservait du liquide chez elle, et tout était encore là. La maison n'avait pas été saccagée, contrairement à un cambriolage classique. Rien n'avait bougé. Rien n'avait été volé. Rien ne suggérait que le mobile puisse être un cambriolage ou que quelqu'un s'était introduit chez Suzanne pour la dépouiller. Les proches et la famille ont organisé une veillée. On est resté à côté un petit moment, histoire d'observer un peu les réactions de tout le monde. Ça restait une scène de crime, de jour comme de nuit. Alors j'ai veillé à identifier, autant que faire se peut, les personnes en présence. Il pouvait y avoir tout un tas de voisins et des membres de la famille, proches ou éloignés. Gee, what's up, man? Hey, I was contacted by one of the ladies. I don't know what all you guys have, but, anyhow, she said for the past month there's been a guy coming around this area
He's always in black. He's either walking on a scooter or on a bike. He comes down Moffett and then he goes up this way. You know, and she knows he don't belong because she's lived here 11 years and she knows who belongs and who don't. But quand une source nous dit qu'une personne suspecte rôde, on la prend toujours au sérieux. Et cette fois, plusieurs personnes nous ont fait part d'informations concernant des individus potentiellement suspects. Quand on nous a parlé de ce type, les proches de la victime étaient en train de faire leur veillée. Ça nous a alertés. On s'est dit qu'il fallait qu'on vérifie si Suzanne avait pu être suivie et si quelqu'un dans la foule se comportait de manière étrange. On a établi une chronologie des événements de la veille, c'est-à-dire du 28 juillet. On a appris que Suzanne s'était rendue dans une boutique de vêtements de seconde main équipée de caméras de surveillance. On a regardé les images pour voir si quelqu'un la suivait. Et si c'était le cas, pour glaner des informations et comprendre ce qu'il s'était passé. Malheureusement, on n'a vu personne la suivre ou adopter un comportement suspect envers elle. Mais ça nous a au moins permis de savoir où elle était et à quelle heure elle était rentrée chez elle. what if anything? Do you know him? I know, well, we grew up. I've been here all my life. Well, not all my life, but my family's been here for like 60 years. I've known him since I was born. Quand on a un homicide, on fait ce qu'on appelle une enquête de voisinage. En gros, ça consiste à contacter tous les voisins de la victime, à leur demander s'ils ont vu ou entendu quoi que ce soit et à identifier les suspects. Monsieur Cortez est l'un des voisins qu'on a interrogé au cours de cette procédure. The family members came over here asking me if I seen the mom. Who came over? The grandson, Anthony. He asked me, you know, have you seen my grandma? Did you see anything out of the ordinary and cars coming and going? Or? My wife works downtown. I'm coming down this hill right here. Uh-huh. There's a blue car that was parked right, like off the road a little bit, like back where their driveway is in the back. And I had to swerve to get around it. What kind of car do you know? It was a dark blue car. I'm not sure if it was 4-door, 2-door, some kind of sedan. I don't know. One driver, yeah. Dark protective, skin drive, 5'4". His mustache, wearing a hat. Okay. Le jour de l'incendie, il devait être 7 heures du matin quand j'ai vu une voiture bleue garée près de la maison des Hernandez. Mais pas dans leur allée qui est en terre battue. Elle était plutôt dans la rue. Et c'était la première fois que je la voyais. Quelques heures plus tard, les pompiers et la police ont débarqué. La voiture bleue qui avait attiré son attention était évidemment très importante pour l'enquête. Une source nous avait dit qu'un membre de la famille conduisait justement une voiture bleue. Mais il fallait encore qu'on sache qui. Le problème, c'est que n'importe qui peut conduire une voiture, pas seulement son propriétaire. Donc il fallait d'abord identifier le véhicule, puis découvrir qui avait pu y avoir accès à la date et l'heure qui nous intéressait. Le voisin nous avait fourni le signalement d'un homme d'origine hispanique et moustachu. Apparemment, l'un des cousins de la famille conduisait justement une voiture bleue. Il a été conduit au poste de police pour y être interrogé. Keep right there. Stay right there. Straight. Tell all the truth. Is that some heroin right there? No, it's shatter. What the hell is shatter? Wax. So, let me put it this way for you. At the end of the day, okay, all I want to do
is have that dog go into your car to see if there's any accelerants there. Okay? That's all I'm looking for. Il a autorisé les policiers à fouiller son véhicule. On cherchait simplement à identifier d'éventuelles pièces à conviction en lien avec le crime. On savait que le coupable avait utilisé un accélérant et c'était ce qu'on recherchait. Finalement, la fouille n'a rien donné. Et les relevés téléphoniques ont permis de corroborer son alibi pour le jour où, malheureusement, Suzanne a été retrouvée morte. Je suis certain que sa foi l'a rendue forte. J'ai célébré de nombreuses obsèques, mais celles de Suzanne m'ont marqué. J'étais l'assistant du prêtre de cérémonie. La famille a voulu qu'on prie le rosaire sur le terrain de baseball parce que Suzanne adorait aller là-bas. Dans les allées du stade, des bancs sont dispersés entre les différents terrains. Ils lui ont dédié un banc. Beaucoup de gens sont venus prier le rosaire. J'ai également dit quelques mots sur Suzanne et sur sa foi. C'était un moment de partage, d'échange et de prière pour raviver l'espoir et exprimer notre reconnaissance envers Suzanne. C'est ce qu'on a fait. J'espérais que ça aiderait la famille à guérir. Le téléphone portable de Suzanne avait disparu. Une personne qui promenait son chien l'a retrouvé au croisement de l'autoroute 50 et de Pueblo Boulevard et l'a restitué à la police. Les données contenues dans le téléphone nous ont permis d'étoffer notre dossier. Ces informations pouvaient nous mener jusqu'au tueur, mais ça risquait d'être long. L'ADN retrouvé sous les ongles de Suzanne appartenait à un individu de sexe masculin. Ça a tout de suite réduit la liste des suspects potentiels. Cette liste comprenait plusieurs membres de la famille, dont le petit-fils de Suzanne, Anthony Senna, ainsi que les autres hommes de cette branche de la famille. Au cours de l'enquête de voisinage, M. Cortez nous avait dit qu'Anthony était passé le voir pour lui demander s'il avait vu sa grand-mère. C'est ce qui a orienté nos soupçons sur lui. À un moment, Vanessa, la fille de Suzanne, a appelé la police. Anthony est le fils de Vanessa. Accompagné d'un autre enquêteur, je suis allé lui parler devant chez elle. What's going on? No, I'm good. I'm good. You're okay? Yeah, I'm good. You know, if you have anything, you want to tell me. I know. No. Come here, ma'am. Where's your... Oh, God, I can't. What's wrong? You want to sit down and talk to me in the car? No, he'll kill me too. Ma'am. Elle était dans tous ses états. C'était une situation qu'il fallait prendre très au sérieux. Can we come in and talk to you? Are you by yourself? Ma'am? Can you tell me what's going on?
Should we sit down? Can you tell us what's going on? I understand you went over and had a conversation with one of our officers. What I think, it's just a thinking thing, and I can't say it. I don't know. What are you thinking? I can't think it because I'll end up dead like my mom. I can't. Why do you say that? Because my mom died. Okay. Yeah. Because my mom got killed, and I would end up killed if I say anything. What makes you think it was your son? It's just us here right now. I mean, does he live here with you? No. Okay. But Where does he live? in Farborough. Okay. But he. Why do you think he did it? He was the one that was supposed to do her roof. He was I'm the one that killed my mom. I told her to have faith in him. C'est elle qui m'a parlé des travaux de toiture qu'Anthony était censé réaliser pour sa grand-mère. Elle était très stressée parce qu'elle se retrouvait en porte-à-faux entre sa mère et son fils pour une question d'argent, à cause des travaux qui n'avançaient pas. Have you been having issues with your mom? I think he took all her money when the passed on the roof. I don't know. My mom got mad at me because I was telling her, please have faith in my son. And she got mad and she wouldn't talk to me. Elle était terrifiée. Elle pleurait et elle répétait qu'elle avait peur que son fils soit le meurtrier de sa mère. Elle redoutait qu'Anthony s'en prenne à elle aussi. Ces informations, ainsi que l'ADN retrouvé sous les ongles de Suzanne, faisaient d'Anthony un suspect potentiel. On a obtenu un mandat d'arrêt contre Anthony Senna pour meurtre avec préméditation et on a élaboré un plan pour procéder à son arrestation. Notre première idée a été de le convoquer au poste pour qu'il vienne reprendre ses affaires et d'en profiter pour le menotter. Is he supposed to be meeting you here to get his property back? What I'm anticipating is he'll come up early. Okay. Good. He's always out on the dough and all that time. He always talks shit. So, anyways, just. De cette manière, on espérait le prendre par surprise, totalement au dépourvu, sans qu'il s'y attende. It's not like he's going to think he's going to prison for the rest of his life and he better fight for it. I think he's just. Au bout d'un moment, on a bien compris qu'Anthony ne viendrait pas. Plusieurs enquêteurs et policiers se sont rendus chez lui. Étant donné sa nature violente, on craignait surtout qu'il décide de s'en prendre à quelqu'un, à nos collègues ou à un civil innocent. Et ça, il fallait en tenir compte. Keep them straight back to me. Straight back to my voice. Straight back to my voice. Straight back to my voice. Keep coming. Keep coming. Keep coming. Little step down. Keep coming. Keep coming. Put your hands behind your back. You're under arrest. Do you have any sharp objects on you? Any knives? Any needles? Anything you need to be worried about? A knife in my right front pocket. Yeah, we don't know if the house is just a yard. Nothing else I got to worry about? On a pu lui tomber dessus sans qu'il s'y attende et le placer en détention. On était soulagés et plutôt contents d'avoir arrêté Anthony pour le meurtre de sa grand-mère. Mais c'était le début d'un nouveau chapitre.
Anthony a été emmené au poste de police de Pueblo pour être interrogé. Detective Kirkwood, I saw you on scene. So well, you know why we're here, right? All right, well, I'll tell you what, man. Let's just go back and I guess start from when the last time you saw your grandma? Last time I seen her was Monday. I think it was Monday because I was gonna get the roofing material Tuesday. So Monday I stopped by, talked to her for a few minutes. What happened? I think we talked like normal do, bullshitted for a little bit. That's it. That's it. I left and everything was good. Il y avait des incohérences dans son récit. Il donnait des informations, mais il était incapable de fournir quoi que ce soit qui puisse les étayer, surtout en ce qui concernait les travaux de toiture. How much was the total job going to cost? The total job's going to be $76,000. So, have you purchased the materials? Yeah. And where'd you purchase the materials from? I have to go down there and look. And I have a receipt for everything. No, she has the, or I have a receipt. One of us had a receipt. So but you don't know who you purchased the materials from? No, I don't know the name of the company. Il avait un mobile. Suzanne lui avait donné plusieurs milliers de dollars pour qu'il achète les matériaux et qu'il paie la main-d'œuvre. À la date du 29 juillet, il était censé démarrer les travaux. Mais il ne l'a jamais fait. Dude, did you have anything to do with this? Because I have to ask that. Yeah, that's right. I mean, because think about it, because we just throw out the common sense thing. I mean, your grandma's never had any issues with anyone. And the reason I say this, man, is God forgive me if I come off as I'm like, I offend you in any way. I'm trying not to. You're looking for my response. No, I'm not. I'm definitely not looking for. I'm not stupid, dude. I've done this shit. Right. Okay, I've been in trouble. But what you don't understand is I'm not looking for a response, okay? Anthony Senna était un individu sournois. Il savait mentir et manipuler les situations. Comme lorsqu'il a parlé des matériaux qu'il était censé avoir achetés pour refaire la toiture de sa grand-mère. We just have to verify With that in mind, everybody's cell phones, okay? We take their cell phones in one of two ways. We take your cell phone down and we download it through search warrants. That's just what we do. Or with your consent, we download it now. Okay, we're not worried about pictures, anything like that. We're worried about conversations that would help this investigation. So, is that okay with you? I know people don't like looking. Yeah, let me disconnect Facebook and shit like that. Hold on, don't even touch the phone right now. So, I'd ask you to hand me that phone now. I'll either consent. Can I delete the Facebook account? I'm not gonna give you guys access to like Facebook and shit like that. You guys can have access to like the numbers and stuff. Well, here's the thing about Facebook. So, we'll go get search warrants for Facebook. So, Facebook goes back 2 years. Actually, we get search warrants for everything. And the reason we do that is we cover our bases. But, dude, I'm just telling you straight up, if you didn't have anything to do with your grandma's birthday, yeah, I didn't. That's fine. You don't have nothing to worry about. But we're going to rule you out instead of putting you up. So go ahead and just wait right there. There you go. You have a code for your phone. Anthony n'a pas avoué le meurtre de sa grand-mère. Mais on a fouillé son téléphone, ainsi que celui de sa grand-mère, et on a examiné leurs déplacements. On a comparé les données de localisation, et on a découvert que le portable d'Anthony avait été mis depuis le lieu du crime. On a aussi obtenu les relevés bancaires de Suzanne. Elle notait toutes ses dépenses. On a constaté qu'elle avait fait plusieurs chèques au nom d'Anthony pour un montant de plusieurs milliers de dollars. Je pense qu'elle l'avait payé en pensant sincèrement qu'il allait réparer sa toiture. Mais il a abusé de sa confiance.
Il n'avait aucune intention d'effectuer les travaux. Il a gardé l'argent pour lui et il a fini par prendre une décision radicale. Tous ces éléments nous ont permis de l'arrêter. Belly up to the table. You have any pain, bleeding, illness, dark part, major medical attention? Have you epileptic, diabetes, heart problem, chest pains? The other way. You go over at your waist and shake out your hair. Good, grab all your stuff. Anthony Senna a été jugé coupable du meurtre avec préméditation de sa grand-mère. Il a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Une enquête comme celle-ci suscite beaucoup d'émotions. J'étais content qu'Anthony soit condamné. J'étais soulagé. Mais en même temps, j'avais beaucoup de peine pour la famille. Quand j'ai appris des mois plus tard qu'il était là et qu'il avait signé la feuille que ma collègue et amie lui avait tendue, ça m'a rendu malade. C'est terrifiant. Elle ne s'est toujours pas remise d'avoir tendu son stylo au tueur. Je me souviendrai toujours de Suzanne en train de promener son petit chien dans le quartier, souriante, ne manquant jamais aucun match, toujours heureuse. C'est choquant. J'ai du mal à digérer qu'il ait pu faire ça à sa propre grand-mère. Mais je suis soulagé de savoir qu'il est enfermé. Dans la nuit glaciale du 11 décembre 1978, New York ne ressemblait pas à une ville qui dormait, mais à une machine gigantesque qui tournait dans l'ombre avec ses squares. SCS Autoroutes, 16 lumières sales, 16 avions venus d'Europe et 16 hommes qui vivaient de ce que les autres ne voyaient jamais, à l'aéroport John F. Kennedy, dans cette zone de fret où l'argent circulait parfois plus vite que les passagers. L'air semblait déjà chargé de quelque chose de mauvais, pas une menace claire. Pas encore, plutôt cette sensation familière aux lieux où tout le monde sait qu'un secret existait. Sans jamais le nommer, là. Derrière les portes métalliques, les palettes. Les formulaires et les badges ont manipulé chaque semaine des sommes qui orientent Puchanger univier. Ruiner on home, pitchiter une loyauté commander une mort. Et ainsi décore sans gloire, sous les néons fatigues et de l'odeur mêlée de carburant. De sueur et de papier humide, une idée était en train de se transformer en destin. Le casse Lufthansa n'allait pas seulement voler de l'argent, il allait révéler quelque chose de plus ancien. De plus froid, de plus impitoyable que le braquage lui-même. La certitude, chez les hommes qui vivent de la peur, qu'un crime réussi ne laisse jamais derrière lui des complices, seulement des risqués. Le 11 décembre 1978, près de 8 millions de dollars en espèces et en bijoux furent volés au terminal cargo de Lufthansa à JFK. Un crime alors considéré comme le plus grand volume d'argent liquide de l'histoire des États-Unis. Des récits historiques d'Encyclopedia Britannica History. Soulignant aussi que presque aucun des fonds ne fut récupéré et qu'une grande partie de la légende du cas se tient justement à ce qui suivit la paranoïa, les soupçons, les disparitions. Les cadavres, Encyclopedia Britannica, 1. Mais les grands crimes ne commencent jamais au moment où les armes sortent, ils commencent bien avant. Dans des vies déjà fissurées, dans les habitudes, dans les dettes, dans les conversations qui paraissent insignifiantes tant qu'on n'a pas compris qu'elles servaient de passerelle entre le monde ordinaire et le monde criminel. C'est ce qui rend l'affaire Lufthansa si fascinante et si noire à la fois. À l'origine, il n'y a pas seulement des gangsters audacieux revendant coupes spectaculaires. Il y a aussi des hommes usus, des parieurs perdants, des intermédiaires, des bavards, des calculateurs, des gens trop proches du système pour l'ignorer mais trop faibles pour s'en extraire. L'argent n'attire pas seulement les loupes.
Il attire aussi les hommes déjà au bord du gouffre. Sûr qu'il se persuadent qu'un seul geste suffira à effacer toutes leurs fautes. Et c'est souvent ainsi que la porte s'ouvre, selon les synthèses historiques les plus souvent reprises. L'une des figures clés de la préparation fut Louis Werner, employé du fret Lufthansa et joueur en dette. Dont la connaissance des flux de liquidités et des procédures internes permet, à l'idée du braquage, de quitter le domaine de la rumeur pour entrer dans ce que lui de la logistique. Encyclopédia Britannica 1. On pourrait presque croire, en regardant l'affaire de loin, qu'il s'agit d'une démonstration de puissance mafieuse, d'un spectacle criminel mené par des professionnels sur deux. Comme si tout avait été pensé d'un bloc par des cerveaux implacables, mais la vérité qui transparaît dans les récits consacrés au cas est plus dérangeante. Elle démontre une chaîne humaine faite d'opportunisme, de failles et d'avidité. Un homme apprend qu'un coffre de l'aéroport contient régulièrement de grosses sommes en devises américaines rapatriées par Lufthansa. Un autre écoute. Un troisième relie cette information au bon réseau, et soudain, un secret industriel ou logistique cesse d'appartenir à l'entreprise. Elle devient une promesse criminelle. À ce stade, le braquage n'est encore ni un plan, ni une date, ni une équipée. C'est quelque chose de bien plus dangereux, une possibilité crédible. Or, dans l'univers du crime organisé, une possibilité crédible agit comme une drogue. Elle enivre avant même de payer. Elle rend les hommes plus hardis, plus nerveux, plus bavards. Elle provoque déjà des tensions parce qu'avant de partager l'argent, il faut partager le risque, et que dans ces milieux, le partage est toujours temporaire. History Britannica résume ainsi glissement en rappelant que le projet circule de l'intérieur de Lufthansa jusqu'à des bookmakers et à des associés du crime, organisent New York is avant d'être rattachés. Dans la mémoire populaire comme dans plusieurs enquêtes, à l'entourage de James Jimmy, de Jen Burke et de Henry Hill. History 2. Il faut alors imaginer Brooklyn. Queens, les bases aux lompalbas. Les arrières-salles où personne ne prend de notes. Les regards qui pesent plus que les mots. Dans CS Androids, on ne dit pas voici un plan. On laisse planer une phrase, on évoque une fenêtre. On teste un nom, on vérifie si quelqu'un connaît quelqu'un. Un cas de cette ampleur ne se bâtit pas comme un film, mais comme une contamination. Chacun ajoute quelque chose, une habitude des gardes. Un horaire de livraison, un couloir vraiment surveillé. Un employé fragile, une dette. Un contact capable de trouver des véhicules, un autre capable de fournir des armes. Un autre encore pour guérir la presse. Et déjà, avant même que le moindre dollar ait quitté son coffre, la future réussite porte en elle sa condamnation. Place le plan grossit, place il exige d'oreilles. Place il exige d'oreilles, place il produit de la peur. C'est pur, c'est le vrai climat de Lufthansa heißt. La mafia n'y apparaît pas seulement comme une machine à voler, mais comme une machine à douter. Et quand les hommes qui se fréquentent savent tous qu'ils pourraient être sacrifiés, chaque réunion devient à moitié un pacte. À moitié une menace, dans les récits qui ont nourri la légende. Notamment ceux popularisés par Wise Guy puis par Goodfellas. Jimmy Burke occupait une place presque magnétique. Il n'est pas présenté comme un génie flamboyant, mais comme si type d'homme bien plus inquiétant. Un organisateur comme précis. Séduisant par moments, mortel quand il le fallait. Capable de parler d'argent comme d'autres parlent de météo, si genre d'homme ne s'enthousiasme pas bruyamment. Il écoute, il pèse. Il laisse les autres se compromettre en parlant un peu trop, puis il décide. S'il donne son feu vert, ce n'était pas parce qu'il croyait au panache, mais parce qu'il croyait aux chiffres, aux marges d'erreur, au contrôle, dans l'imaginaire collectif. Burke est resté lié au cas comme son cerveau suppose, même si l'affaire, en tant qu'événement judiciaire et historique,
est plus diffuse que son équivalent cinématographique. Britannica. Historier les ressources du FBI sur les inculpations tardives ont entretenu cette image d'un braquage intimement mêlé aux réseaux de la mafia new-yorkaise et de l'ombre durable de Burke. Henry Hill et d'autres figures du milieu. Encyclopédia Britannica. 3. Autour de lui gravitaient des hommes d'un autre genre, plus nerveux, moins stables, plus susceptibles de tout gâcher pour un geste idiote. Une voiture mal garée, un acte de luxe trop visible, une parole dite à la mauvaise personne. C'est cela qui rend la préparation du cas presque tragique avant même le passage à l'acte. Le cerveau du plan devient composé non seulement avec la police, les horaires, les alarmes et les procédures, mais aussi avec la bêtise humaine, la cupidité immédiate, l'ego de second rôles. Il faut penser à cette tension-là. La plus grande difficulté n'était pas seulement d'entrer dans le système, mais de survivre à ses propres alliés dans chaque grand braquage. Il y a deux dangers. Le premier est l'échec. Le second est la réussite. Le premier vous expose à la prison. Le second vous expose à tous ceux qui veulent être payés. Se vanter, cacher leur perçu des dépenses excessives ou empêcher qu'un autre parle avant eux. Le Lufthansa Heist appartient à cette seconde catégorie. Celle des crimes si massifs qu'ils détruisent ceux qui les ont commis. Pendant que les plans prenaient forme l'aéroport, Louis continuait de respirer comme s'il n'allait rien se passer. C'est peut-être cela le plus troublant dans les affaires réelles. Le monde restait banal jusqu'à la minute où il bascule. Des employés pointant à l'ailleurs, des camions entrant et sortant. Des superviseurs signant des formulaires, quelqu'un plaisantait. Quelqu'un pense à rentrer chez lui, quelqu'un a mal dormi. Personne n'imagine encore que ces lieux de transit, banal en apparence, va devenir le théâtre d'un crime appelé à entrer dans l'histoire américaine. Et pourtant, la scène est déjà prête. Les failles ont été identifiées. Les habitudes des employés sont connues. Le mode d'intimidation est prévu. Le déplacement vers le coffre est un visage avec une simplicité presque offensante, ce qui fait foi dans les dos. Ce n'est pas seulement l'audace du projet, c'est la façon dont il s'appuie sur une vérité éternelle. Beaucoup de systèmes puissants tombent moins à cause d'une force extérieure que parce qu'un homme à l'intérieur a appris à vendre leur routine. Il y avait osé. Autour de cette future nuit, quelque chose de psychologique que les récits rétrospectifs rendent place nette. Tout le monde voulait toucher l'argent, mais personne ne voulait porter le poids de que qu'un tel braquage exigerait ensuite. Car voilà plusieurs millions de dollars à un aéroport international, dans une Amérique déjà fascinée par le crime organisé. Ce n'est pas seulement commettre un volume, c'est déclencher une chaîne. Il faut blanchir, répartir. Cacher, à titre de silence. Calmer les paniques, mentir aux proches. Surveiller ceux qui boivent trop, ceux qui parlent trop. Ceux qui ont soudain envie de fuir, ceux qui ont l'air de regarder derrière eux sur chaque coin de rue. Un gang peut préparer un casse avec exaltation. Il guérit la presse dans la méfiance pure. Voilà pourquoi la première partie de cette histoire ne doit pas être lue comme l'avant d'un braquage glorieux, mais comme l'avant d'une contamination morale. Avant que l'argent ne sorte du coffre, le poison était déjà dans les veines. Henry Hill, plus tard, deviendrait l'un des noms les plus connus liés à cette affaire, non seulement parce qu'il faisait partie du monde qui l'avait rendu possible, mais parce que sa mémoire, ses récits et sa trahison contribueraient à fixer la légende. Il y a dans le destin de Hill quelque chose qui résume l'époque, un homme assez proche du danger pour en goûter l'adrénaline, assez ambitieux pour s'enrichir, assez prudent ou assez effrayé pour finir par parler. C'est aussi ce qui a rendu l'affaire Lufthansa si durable dans la culture populaire. Elle n'est pas restée qu'un dossier de police. Elle est devenue un récit sur la proximité entre l'intimité criminelle et la désintégration psychologique.
l'ami devient menace. Le partenaire devient témoin potentiel. L'équipe qui est avec vous la semaine précédente peut décider que votre seule existence est un problème. Le document cette récit consacre à Henry Hill und largement contribue à installer cette vision. Reprise ensuite par Nicholas Pileggi et Martin Scorsese. D'un monde où le glamour apparent de la mafia cachait en réalité une mécanique de suspicion et d'élimination. Appuie fort. Et plus on s'approche de la nuit du braquage, plus cette mécanique devient sensible. On la devine dans les non-dits, dans la manière dont les rôles doivent être distribués avec assez de précision pour que tout fonctionne. Mais pas avec assez de clarté pour que chacun comprenne toute l'opération. On la sent dans la nécessité de garder certains hommes à distance tout en ayant besoin d'eux. On la sent dans le fait qu'un cas de cette taille n'est pas donné par la médiocrité, alors qu'il dépend souvent de hommes médiocres. Voilà la contradiction centrale. Les grands crimes réclament une discipline parfaite. Mais ils sont commis par des êtres imparfaits, avides, parfois imprudents, souvent terrifiés. Cette contradiction-là est le bâtiment secret du Lufthansa Heist, dans cette première phase. Il faut aussi entendre les bâtiments de la ville autour du plan, New York. À la fin des années 1970, est fatigué, rugueux, troué par la criminalité, l'endettement, la corruption ordinaire et les hiérarchies invisibles. Dans un tel climat, l'idée qu'une bande liée au crime organisé puisse viser les frais d'un grand aéroport n'a rien d'un éclair isolé. Elle appartient à une époque où l'autorité semblait parfois moins solide qu'elle ne le prétend, où les institutions fonctionnent mais là ils sont partout de petites brèches exploitables. C'est peut-être pour cela que l'affaire a autant de marques. Elle donne le sentiment qu'un centre nerveux du capitalisme moderne. Un aéroport international a pu être abordé non par des commandos mythiques, mais par une combinaison de renseignements internet, d'intimidation ciblée et de sang-froid. Le scandale n'est pas sur les mains que des millions ayant disparu. Le scandale, c'est que le système est paru humainement pénétrable, et pourtant, malgré toute la minutie nécessaire, malgré l'intelligence pratique de certains hommes impliqués, le plan portait déjà en lui quelque chose d'enfantin, la croyance que l'homme peut maîtriser la presse. C'est toujours là que la tragédie commence vraiment. Les protagonistes imaginent les portes qui s'ouvrent, les gardes neutralisés, les sacs emportés, les voitures qui s'éloignent, l'agent compte plus tard dans une maison tranquille ou un garage fermé. Ils imaginent le moment du succès, ils imaginent peut-être même l'euphorie. Mais si qu'ils n'imaginent jamais complètement, ou qu'ils refusent d'imaginer, c'est le lendemain moral, le regard des autres, les dépenses suspectes, les coups de téléphone qui tardent, l'absence d'un type à une réunion, les rumeurs qui remontent trop vite, le nom d'un informateur possible, la sensation que la police ne sait pas encore. Mais il finira par savoir, et surtout cette idée insupportable dans son univers mafieux. Un grand coup n'enrichit pas seulement, il redistribue le pouvoir. Or, redistribuer le pouvoir. C'est créer des ennemis. Alors la nuit se rapprochait. Le terminal de fret n'est encore qu'un décor froid, traversé par des travailleurs qui ignorent qu'ils vont entrer dans la mémoire criminelle américaine. Les hommes du plan, ULA. Approchant du point de non-retour, une fois lancée, l'opération ne pourra plus être racontée comme un fantasme de comptoir. Elle deviendra une ligne de partage. Avant, ils n'étaient encore que des hommes parlant d'une coupe immense. Après, ils seront des hommes obligés de vivre avec ce qu'une telle coupe exige d'eux. Et c'est cela, dans cet intervalle avant l'explosion, qui réside peut-être la vraie puissance dramatique du Lufthansa Heist, si n'est pas seulement l'histoire d'un volume historique. C'est l'histoire d'un groupe d'hommes entrant volontairement dans une zone où la fortune et la mort commencent à se ressembler. Quand on regarde en arrière, avec tout ce que les sources ont depuis reconstitué, on sait déjà que le volume deviendra légendaire. Qu'il inspirera livres, enquêtes,
documentaires et cinéma, qu'il collera jamais à l'imaginaire de Goodfellas. Et questi retentissement tiendra autant à l'ampleur de la somme quoi aussi l'âge de peur qu'elle laissera derrière lui, mais pour ceux qui se rapprochaient de cette nuit. Rien de tout cela n'existait encore sous forme de légende. Il n'y avait que l'argent. Le plan, le besoin de ne pas trembler. Cette vérité qu'aucun d'eux n'aurait formulée ainsi. Ils n'étaient pas en train de préparer un simple braquage. Ils étaient en train de signer, chacun à sa manière. Un pacte avec la suspicion. Les archives du FBI et les synthèses historiques publiées des décennies plus tard convergent sur ces points essentiels. L'affaire Lufthansa n'est pas restée célèbre uniquement parce qu'elle rapporta des millions, mais parce qu'elle fut suivie d'une longue traîne de meurtres. Des témoins retournent, d'inculpations tardives et d'un sentiment persistant au milieu de tout cet argent. La denrée la plus rare était la confiance. Federal Bureau of Investigation 5. À 3 heures du matin, le froid n'avait plus rien d'une sensation. C'était une présence. Il mordait les mains. Raidissait les épaules. Entrait dans les vêtements et donnait à chaque respiration une unité presque métallique. À cette heure-là, le terminal cargo de Lufthansa à JFK n'avait rien d'un lieu spectaculaire. Il ressemblait à tous les endroits où circulent les richesses du monde sans jamais être admirées. Un espace utilitaire, gris, dur, clair pour travailler et non pour être vu. C'est précisément pour cela qu'il convenait si bien au crime. Les grands voix préfèrent souvent les lieux qui n'ont pas l'air de mériter une légende. Le silence y est plus dense. La routine plus vulnérable. Les hommes plus convaincus qu'ils traverseront la nuit comme toutes les autres. Mais cette nuit-là n'était pas faite pour la routine. Cette nuit-là avait déjà été vendue. Quelques minutes plus tard, la ville roulait encore autour de l'aéroport comme un animal immense. Et dans l'obscurité, un véhicule approchait avec à son bord des hommes qui n'étaient pas exactement calmes, mais qui avaient appris à imiter le calme. C'est une différence essentielle. Les hommes vraiment calmes n'ont rien à perdre. Ceux qui jouent au calme savent très bien ce qui se passera si quelque chose dérape. Ils connaissent le prix de l'erreur. Et dans cette affaire, le prix était gigantesque, selon les récits historiques les plus repris. 6 hommes se présenteront au bâtiment cargo de Lufthansa, l'aube du 11 décembre 1978. Après avoir exploité des informations internet sur les procédures de sécurité, les horaires et l'emplacement de l'argent qui transitait par ce terminal, le volume se déroula vers 3H4, H30 du matin au bâtiment 261 du terminal cargo de Lufthansa à JFK. Encyclopédia Britannica 1. Il faut imaginer ce moment comme un resserrement du monde. Jusqu'alors, le plan existait dans les têtes, dans les arrière-salles, dans les murmures, dans les calculs. Une fois le véhicule arrête, il cessait d'être une idée, il devenait un acte. Il y a dans ce passage quelque chose d'effrayant, presque irréversible au sens moral. Tant qu'un crime restait une hypothèse, chacun peut encore prétendre qu'il n'irait peut être pas au bout. Une fois arrive sur place, plus personne ne peut se mentir. Chaque regard entre ces hommes disait la même chose. Nous y sommes. Et rien désormais ne nous sortira propres de cette nuit, même si tout se passe bien. La réussite du cas allait tenir à une vérité très simple, presque humiliante pour tous les systèmes de sécurité. Si ne sont pas toujours les verrous qu'on force, si sont souvent les habitudes humaines. Les hommes qui pénétrèrent dans le terminal ne se comportaient pas comme des braqueurs, improvisés venus semer un chaos aveugle. Ils semblaient savoir où aller. Qui prendrait en premier? Comment parlor. Comment controller. L'un des premiers employés intercepts fut John Murray, un agent cargo senior. Il fut conduit vers la salle de repos où plusieurs employés étaient en pause. Forcés à se coucher au sol, les yeux fermés, Murray fut ensuite utilisé pour faire venir d'autres employés présents dans l'entrepôt, notamment le responsable de nuit Rudy Eirich,
Ce qui montrait à quel point les braqueurs se missaient sur une intimidation dirigée et sur la connaissance des habitudes internes plutôt que sur un déchaînement désordonné. Wikipédia TOUT. Rien n'est plus claquant dans ce type d'affaires que la maîtrise apparente. Les victimes comprennent très vite que les hommes en face d'elles ne sont pas la peau improvisée. Ce ne sont pas des faux dangereux venus hurler dans la confusion. Ce sont des hommes qui savent exactement quoi peut produire. Ils ne cherchent pas le vacarme, ils cherchent l'obéissance et l'obéissance. Dans un lieu comme celui-là, bien vite. Non seulement parce qu'il y a des armes, mais parce que les employés comprennent en quelques secondes que leurs agresseurs connaissent le terrain. C'est le détail qui détruit la résistance intérieure. Quand vous sentez qu'un intrus sait où vous êtes. Où sont vos collègues? Comment fonctionne l'alarme et quel chemin mène au coffre? Vous ne faites pas face à des inconnus. Vous faites face à des inconnus qui vous sont déjà étudiés. Dans la salle de repos ou dans les couloirs, la pure n'avait sans doute rien de cinématographique. Elle n'était pas noble, pas stylisée. Pas spectaculaire, elle devait être physique. Immédiate et passe. Des hommes couchés au sol, les visages pris d'un lino salé ou d'un carrelage froid. Essayant de respirer sans faire de bruit, tentant de comprendre ce qui leur arriverait s'ils bougeaient d'un centimètre de trop. La terreur dans un braquage roussi. N'est-ce pas un cri continu, c'est souvent au contraire une sorte de silence force. Charge de pensées brutales. Est-ce qu'ils vont nous tuer? Est-ce qu'ils savent que je suis? Est-ce qu'ils voient que je tremble? Est-ce que quelqu'un à l'extérieur a compris? Est-ce que tout cela s'arrêtera si je fais exactement ce qu'ils demandent? Les grands screams vivants de cette minute-là, de cette suspension où la victime comprend qu'elle n'est plus qu'un élément du plan d'un autre. À l'extérieur, les terminants explosés passent une alarme générale. Et c'est précisément ce qui rend l'opération si troublante. Une partie de la puissance du cas vient du fait que le groupe semblait connaître le système de double porte du coffre et les précautions nécessaires pour éviter de déclencher immédiatement l'alarme. Des récits repris dans les synthèses historiques expliquant que les braqueurs savaient qu'une porte devait être refermée avant que l'autre ne soit ouverte sans alerte automatique, sans d'une connaissance interne précise des procédures de sécurité. Wikipédia TOUT, cette connaissance change TOUT. Elle transforme le braquage d'un acte de force en démonstration d'infiltration. Les armes comptent encore. Bien sûr, les menaces aussi. Mais la vraie victoire est à lieu dans le fait que l'institution a déjà été compromise avant même que le premier homme masque n'entre. Le coffre n'est plus seulement une boîte fermée. Il devient le lieu où se révèle la trahison. Quelqu'un, quelque part, a suffisamment parlé, quelqu'un a monnaie assez d'informations pour que ces hommes ne s'aventurent pas dans l'inconnu mais dans une carte mentale soigneusement préparée. Et à partir de cet instant, l'affaire n'est plus un simple volume. Elle devient un miroir terrible tendu au système, d'où a été vendu de l'intérieur. Dans l'imaginaire populaire, les grands braquages suscitent souvent l'admiration. Instinctive des foules parce qu'ils donnent l'illusion d'une intelligence qui triomphe de la machine. Mais la réalité morale est plus sombre. Si qui triomphe ici? Si n'est pas seulement l'astuce, c'est la combinaison entre la fragilité humaine et la violence organisée. Les employés ne sont pas vaincus par génie seul, ils sont vaincus parce qu'on les prend à une héros vulnérable. Parce qu'on les isole, parce qu'on sait qui appellerait comment les faire venir. Parce qu'on connaît leurs routines, parce qu'on transforme leur bon sens en piège. Dans cette nuit de décembre, l'aéroport n'a pas été renversé par une coupe d'éclat romantique. Il a été traversé par des hommes qui avaient compris que la peur, correctement administrée, est plus efficace qu'un siège. On raconte souvent les cas Lufthansa par son montant. C'est comprehensible. Près de 5 millions USD en espèces et environ $875,000 en bijoux.
So, at approximately 875 million SIU total. C'était à l'époque un chiffre suffisant pour faire trembler le pays entier. Mais ces chiffres, dans le déroulement intime de la nuit, n'existent pas encore comme légende pour les hommes sur place. Il n'y a pas 8 millions. Il y a des sacs, des portes, des minutes, des ordres. Il y a l'odeur des guns, le mouvement des clés, le bruit des pas, les regards imposés au sol. La conscience de plus en plus aiguë que chaque seconde gagnée vaut une fortune et qu'une seconde perdue peut envoyer tout le monde en prison au pire. Les chiffres deviendront historiques et plastides. Sur le moment, le crime est purement mécanique. C'est ce qui le rend si réel, il faut s'arrêter un instant sur les employés eux-mêmes. Parce qu'ils sont souvent réduits à de simples silhouettes dans les résumés. Pourtant, dans un événement comme celui-ci, ils incarnent la collision entre deux mondes qui ne devraient jamais se toucher. D'un côté, le monde du travail nocturne. Mal payé, discret, précise où l'on se fie aux procédures. De l'autre, le monde criminel, où toute procédure n'est qu'une faiblesse à détourner en quelques minutes. Ces employés deviendront les témoins involontaires d'une vérité plus vaste. Les flux de richesses qui traversent les grandes institutions attirent toujours des réseaux parallèles qui observent. Calculant et attendant, ils pensent en participer à une chaîne logistique. Les hommes, voyant déjà depuis longtemps une chaîne d'accès. À mesure que le contrôle s'installait, le braquage prenait cette forme étrange que prenaient certains crimes parfaitement exécutés. Il semblait presque ordinaire à ceux qui le commettaient. C'est une idée effrayante, mais essentielle. À force de préparation, la normale finit par prendre la texture du travail. On donne un ordre, on déplace un employé, on ouvre une porte, on récupère des sacs, on surveille le temps, on quitte les lieux. Pour les braqueurs, l'horreur morale du geste se dissout souvent dans sa logistique. C'est aussi pour cela que les hommes capables d'organiser de tels coups deviennent ainsi dangereux. Ils ne vivent plus les actions comme une rupture avec le monde commun, mais comme une opération parmi d'autres, avec ses paramètres. C'est imprévu sa rentabilité, et pourtant, même au cœur de cette apparente maîtrise, il devait exister une nervosité féroce. On peut contrôler des employés. On contrôle moins facilement ce que l'on ressent face à l'immensité de ce qu'on est en train de tenter. Dans un braquage de cette taille, tout se joue sur une ligne très fine. Il faut inspirer assez de peur pour neutraliser. Mais pas assez de panique pour provoquer un geste désespéré. Il faut aller vite. Mais pas si vite qu'on commette une erreur. Il faut prendre beaucoup. Mais pas au prix d'un chaos qui alerterait tout le périmètre. C'est là que réside la vraie violence des hommes expérimentés. Ils savent que la terreur doit être calibrée. Trop peu. Et la victime résiste. Trop. Et le système s'emballe. Le crime organisé n'est pas seulement brutal, il est méthodique. Dans l'une des images les plus frappantes qui émergent des récits de l'affaire, un employé circule encore à proximité avant de comprendre qu'il se passe quelque chose. Le braquage n'a pas la forme d'une éruption totale immédiatement visible partout. Il agite par zones, par contrôle progressif, par découpage de l'espace humain. C'est précisément ce morcellement qui permet à l'opération de tenir. Tant que tout le monde ne sait pas tout, l'illusion d'un certain ordre demeure. Et ces morceaux d'ordre artificiel suffisent à prolonger la vie du plan, puis vient le moment où l'argent cesse d'être abstrait. Jusqu'ils organiseront les coupes savoyennes que Lufthansa faisait régulièrement, transitaient à JFK d'importantes quantités de liquidités revenues d'Europe, de l'argent américain échangé à l'étranger puis rapatrié vers des banques américaines. Cette connaissance constituait le cœur matériel du braquage. On ne s'attaque pas à un terminal parce qu'il portait un nom prestigieux.
Mais par contre, c'est précisément quand est une masse d'argent. Vulnérable se représente. History 3. Si savoir-là est presque obscène, il donne à la scène une dimension industrielle. L'argent n'est pas volé à un individu, à un coffre domestique, à un bijoutier du quartier. Il est saisi dans un point de circulation global. Comme si les gangs avaient décidé d'interrompre pendant une nuit le système nerveux de la finance ordinaire. Cela donne au crime une ampleur symbolique qui dépasse sa brutalité immédiate. Les hommes qui importent les sacs ne sont pas seulement des voleurs, ils deviennent, pour quelques minutes, les prédateurs d'un ordre économique bien plus vaste qu'eux. Le vertige vient de là. Ils sont plus nombreux, mais l'argent qu'ils soulèvent représente un monde. Et pourtant, au milieu de ces vertiges, il y a toujours le humain, toujours le petit détail imparfait qui annonce déjà la chute. Car ce type d'opération ne s'achève pas au moment où l'argent est saisi. Il s'achève quand les auteurs disparaissent proprement avec les preuves, les véhicules, les armes, les vêtements, les traces. Or, c'est précisément là que l'histoire commence à s'effondrer. L'un des conducteurs lies à l'opération, Parnell Stacks Edwards, avait pour mission de faire disparaître le van utilisé pour le braquage. Il ne le fit pas correctement, le véhicule fut retrouvé peu après. Mal abandonné, avec des éléments exploitables par les enquêteurs. Ce qui permet rapidement de remonter vers l'entourage de Burke. Les récits historiques s'accordent à présenter Catterier comme l'un des tournants majeurs du destin sanglant du cas. Wikipédia 2, mais dans l'instant précis où le terminal se vide et où le boutons changent de main. Personne n'évite encore pleinement cette erreur comme une condamnation. C'est cela. La cruauté du réel, les catastrophes secondaires naissent souvent au moment même où les hommes se croient sauvés. Il est très possible qu'en quittant les lieux, certains aient ressenti une ivresse quasi irréelle. L'impression d'avoir forcé le destin, d'avoir dépassé les limites connues, d'être désormais intouchables, l'être humain. Surtout lorsqu'il vient d'échapper à un danger immense, confond facilement la survie avec l'invincibilité. Et dans le monde mafieux, cette confusion tue. Parce que l'argent, une fois acquis, change aussitôt de nature, avant le volume. Elle représentait la récompense après le volume. Elle représente la prouve, la tentation, la jalousie, le risqué, la parole de trop, la mauvaise dépense, le cadeau impossible à justifier, la voiture achetée trop vite, la fourrure portée au mauvais moment, la maîtresse soudain gâtée, le voisin soudain curieux. Un cas de cette ampleur ne transforme pas seulement la situation financière de ceux qui y en touchent. Il transforme leur comportement, leur souffle, leur sommeil, d'un seul coup. Chacun doit se souvenir qu'il n'a pas seulement gagné de l'argent. Il s'est rendu visible à lui-même comme une menace potentielle pour les autres. Et c'est là que la deuxième partie de cette histoire devient plus sombre que la première, pendant tout le braquage. Les ennemis étaient identifiables. La police, l'alarme, le hasard, les employés qui auraient pu résister. Mais dès l'instant où les sacs sont à l'abri, les ennemis changent de visage. Ce sont désormais les complices eux-mêmes. Le type qui sait trop, celui qui a mal fait une tâche simple, celui qui réclamera sa part trop tôt, celui qui boira, celui qui se vantera, celui qui pensera qu'un crime aussi parfait méritait une vie plus voyante. Dans certains récits, cette phase est presque plus angoissante que le braquage parce qu'elle repose sur un principe sans recours. On peut neutraliser une alarme, mais on ne neutralise jamais complètement la peur d'un homme qui commence à comprendre qu'il pourrait être sacrifié. Le lendemain moral d'un grand volume commence toujours avant le matin. Il commence dans les voitures qui s'éloignent, dans les garages au long recompte, dans les regards furtifs, dans les instructions données à voix basse, dans la manière dont chacun essaie de lire les autres.
Est-ce qu'il est nerveux parce qu'il a peur ou parce qu'il envisage déjà de parler? Est-ce qu'il sourit parce qu'il se croit riche ou parce qu'il cache une panique plus profonde? Est-ce qu'il fait confiance ou est-ce qu'il joue déjà un rôle? Le cas Lufthansa, tel qu'il a été raconté par l'histoire. Les archives, les témoins retournés et la culture populaire ne deviennent pas une légende simplement parce qu'il réussit. Ils deviennent une légende parce qu'après sa réussite, tout le monde semble comprendre qu'il n'y a plus assez de place pour tant de hommes autour d'un secret pareil. Les synthèses historiques rappellent qu'une série de meurtres touche à plusieurs personnes liées de près ou de loin au braquage, au point que la postérité de Lufthansa Heist fut marquée autant par cette traînée de cadavres que par la somme volée elle-même. L'idée centrale, souvent répétée dans les récits sur Burke et son entourage, est que le succès du cas se produisit presque mécaniquement, une politique d'élimination des risques humains. History 4. Alors quand on revient mentalement à cette nuit, aux employés couchés au sol, aux portes forcées par la connaissance. Aux sex déplacés dans le foie d'un terminal qui croyait encore appartenir au monde normal, on comprend que le braquage n'était pas seulement une conquête. C'était une malédiction en train de se distribuer. Chaque billet volé allait bientôt peser plus lourd que sa valeur faciale. Chaque geste efficace allait appeler un soupçon. Chaque erreur minuscule allait devenir une condamnation possible. Le crime venait de réussir, oui. Mais cette réussite avait déjà commencé à pourrir de l'intérieur. C'est peut-être pour cela que l'affaire continue de fasciner si intensément. Elle donne à voir, presque en temps réel, le renversement du rêve criminel. Au début, l'argent apparaît comme une délivrance, puis il révèle qu'il n'a jamais été une délivrance. Seulement un accélérateur de ce que les hommes étaient déjà, le prudent devient encore plus soupçonneux. Le bavard devient dangereux, le négligent devient condamnable. Le calculateur devient meurtrier, le casse. Au fond, ne crée pas les monstres, il les met à nous. Et pendant que les journaux ne savent pas encore tout, pendant que les enquêteurs commencent à peiner à mesurer l'audace du volume, pendant que le terminal retrouvé progressivement et ses gestes de lieux administratifs violents, la vérité la plus importante s'est déjà installée hors de la vue de tous. Les auteurs ne sont plus unis par l'exploit, mais unis par la peur de l'après. C'est à cet instant précis que le Lufthansa Heist cesse d'être seulement un braquage historique. Il devient une histoire de disparition annoncée. Non seulement de l'argent, mais des hommes eux-mêmes. Avalés une à une par le secret qu'ils pensaient avoir dominé. Qui quelques heures plus tout semblait n'être qu'une couverture idéale. Commence déjà à changer de sens, elle n'est plus la complicité de l'ombre. Elle devient l'endroit où chacun se demande combien de temps lui reste avant que le silence se retourne contre lui. L'argent était désormais sorti du coffre. Mais personne n'était encore riche. C'est une vérité que les récits de grands braquages sont souvent dans l'ombre. Comme si les moments où les sex quittent le lieu du volume marquaient automatiquement la victoire. En réalité, c'est souvent là que commence la partie la plus dangereuse, tant que les hommes armés se trouvaient dans le terminal de fret. Le danger avait une forme claire, une alarme. Un employé qui résiste, en dit-elle oublié. Une voiture réparée, une porte mal refermée. Mais dès que le bouton passe du côté des voleurs, le danger devient plus diffus, plus intime, plus vicieux. Il s'infiltre dans les regards, dans les voix, dans la manière de compter, de respirer, de marcher jusqu'à une voiture, de refermer une porte derrière soi. Il ne s'agit plus seulement d'échapper à la police, il s'agit d'échapper aux autres, à leurs nerfs, à leurs faiblesses, à leur besoin maladif de paraître plus grands qu'ils ne le sont. De Lufthansa Heist entre précisément dans cette zone-là. Que l'espace où un crime presque parfait cesse d'être un exploit logistique pour devenir une maladie humaine à l'extérieur. Les New Yorkers continuaient à faire son travail avec indifférence. Le vent passait entre les bâtiments.
La nuit gardée son apparence ordinaire. Les routes autour de l'aéroport ne savaient rien encore de ce qui venait de se produire. Mais dans les véhicules qui s'éloignaient, dans les mains qui manipulaient les sacs, dans les têtes qui calculaient déjà les parts, quelque chose avait changé pour toujours. Si qui, quelques heures plus tôt, ressemblait à une promesse d'ascension commençait déjà à ressembler à un fardeau. Le braquage du 11 décembre 1978 rapporte environ 8 millions de dollars en espèces et bijoux, somme record pour l'époque. Mais presque aucun de ces fonds ne fut récupéré par les autorités. Est-ce contrasté entre l'immensité du butin et l'absence durable de récupération allait renforcer la mythologie de l'affaire. Si contraste est essentiel pour comprendre l'état d'esprit des hommes mais les occasions, ils avaient reçu quelque chose d'historique. Oui, mais précisément parce que le volume était historique. Ils ne pouvaient pas le vivre comme un simple partage de gains. Un crime si énorme attire trop de lumière. Or, les hommes du milieu ne craignent pas seulement la lumière de la police. Ils craignent celle qui vient des lieux, de ceux qui jalousent, de ceux qui prétendent attention, de ceux qui demandent trop vite et qui a touché quoi. Le record n'était pas qu'un trophée, c'était aussi une sirène d'alarme. Plus le chiffre grossissait dans les conversations, plus il transforma ses propres auteurs en cibles potentielles. Dans cette phase, l'atmosphère ne devait plus ressembler à la tension tranchante du braquage lui-même. Elle devait être plus lourde, plus trouble. Presque cotoneuse par moments, comme après un choc violent. L'adrénaline retombe rarement proprement. Elle est laissée derrière elle des tremblements. Des trous dans la mémoire, une euphorie maladive. Parfois même une envie absurde de parler pour évacuer la pression. Et rien n'est plus dangereux. Dans l'univers du crime organisé, qu'un homme qui vient de survivre à un moment extrême et qui commence à confondre son soulagement avec une sorte de gloire. Il suffit alors d'un geste, une visite au mauvais bar. Une remarque trop libre, une dépense trop visible. Le silence, qui quelques heures plus tôt est une discipline. Devient soudain une épreuve morale. L'un des éléments les plus funestes de l'affaire apparaît justement là. Dans un immense espace entre le crime et sa dissimulation. Le van utilisé pour le braquage devait être éliminé proprement afin de couper rapidement un fil essentiel pour les enquêteurs. Aussi véhicule fut mal abandonné par Parnell Stacks Edwards, retrouvé puis après station illégalement. Ce qui permet de récupérer des indices exploitables, notamment des empreintes, et de remonter plus vite vers l'entourage de Jimmy Burke, des sources historiques résument ces moments comme l'erreur capitale de l'après-coup. Celle qui transforme le soulagement du succès en début de panique. Il faut mesurer la portée émotionnelle de cette erreur. Dans une opération aussi réglée, on pardonne difficilement l'imperfection. Chaque participant sait que le plan n'a tenu que parce que tout a été pensé en fonction d'une discipline implacable. Alors, quand un détail aussi élémentaire que la disparition du véhicule est échoué, ce n'est pas perçu comme une simple maladresse, si est presque une trahison involontaire. Une figure intolérable, un rappel insupportable que la plus grande part du danger ne vient pas toujours des ennemis mais des siens. Ce genre d'erreur agit comme un poison instantané, d'une seule coupe. Place personne n'est simplement soulagée. Tout le monde recommence à avoir peur. L'agent avait déjà quitté l'aéroport, déjà traversé la nuit, déjà changé de mains, déjà commencé à déformer le visage de ceux qui l'avaient en désir. Et pourtant, le vrai tremblement de l'affaire ne venait plus du braquage lui-même. Il venait de ces moments plus sales. Plus in time, plus dangereux. Un coup parfaitement exécute cesse d'être un exploit collectif pour devenir un problème individuel, dans l'abstrait. Tout le monde a mis l'idée d'un grand cassa, la discipline. L'audace, la précision, la fortune emportée en silence, la sensation d'avoir humilié un système trop vaste pour être humain. Mais dès que le butin existe physiquement, dès qu'il repose quelque part dans des sacs, sur un sol, sous des couvertures,
Derrière une porte fermée à clé, le rêve change de nature. Il se met à piser. Il ne fait plus seulement brûler les yeux. Il appuie sur la poitrine, sur les tempes, sur le sommet. Les hommes qui ont pris l'argent comprennent alors. Chacun à leur manière, qu'ils n'ont pas volé des millions. Ils ont volé du temps, et ce temps ne leur appartiendra pas longtemps. Au début, il y a presque toujours une forme d'euphorie. Pas nécessairement de la joie, quelque chose de plus acide que cela. Une aimanté intérieure, une sensation de puissance. La conviction provisoire d'avoir percé le plafond qui séparait jusque là les petits voyous, les hommes de seconde ligne, les habitudes de quartier, des véritables architectes du crime. Pendant quelques heures, peut-être un peu plus. Certains ont dû se sentir protégés par leur propre audace. Ils avaient traversé un terminal de fret. Neutralise les employés, précis qu'ils étaient venus chercher et disparu avec une somme si énorme qu'elle semblait presque irréelle. Le pays, bientôt. Compteront les zéros, les journaux s'exciteraient. Les flics joueraient de remonter la piste, mais dans cet intervalle très court entre l'acte et ses conséquences. Il a dû exister un moment suspendu où la réussite paraissait pure. C'est précisément ce moment qui tuait les hommes comme eux. Parce qu'il leur donne l'illusion que le pire est derrière eux, alors qu'en vérité le pire commence. Dans le monde qu'ils habitaient, personne ne croyait vraiment au bonheur durable. On croyait à la prudence, à la hiérarchie, au réflexe, au silence, à la nécessité de paraître petit même lorsqu'on se sentait grandi par l'argent. On croyait surtout à cette règle non écrite que les plus intelligents apprenaient, tandis que les plus faibles oubliaient de ce qu'ils avaient un peu trop peu. Un homme qui vient de participer à un cas historique ne doit pas changer de visage au réveil. Il ne doit pas acheter trop vite. Il ne doit pas parler plus fort. Il ne doit pas respirer comme quelqu'un qui se croit sauve. Dans ces milieux-là, survivre après un crime exige presque plus de maîtrise que le crime lui-même. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas glorieux. Mais c'est là que la véritable sélection commence. Ceux qui savent se faire petits continuent à marcher dans la ville comme si rien n'avait eu lieu. Les autres se condamnent toutes seuls, parfois sans même comprendre le moment exact où ils ont cessé d'être des complices pour devenir des menaces. Le problème avec l'argent immense, c'est qu'il ne reste jamais silencieux long terme. Il s'infiltre partout, il change la manière dont un homme regarde sa propre veste, sa propre voiture, son propre appartement. Il transforme la moindre envie en tentation immédiate. Il donne à ceux qui en ont toujours manqué la sensation qu'ils ont enfin le droit d'exister autrement. Et c'est là que la tragédie morale du Lufthansa se révèle avec une honnêteté presque cruelle. Ces hommes n'avaient pas seulement volé une fortune. Ils avaient en place dans leurs mains quelque chose qu'ils n'étaient pas tous capables de porter. Ce temps pouvaient attendre. Dissimuler, se fondre dans le décor. Comprendre que la richesse la plus sûre. Dans les jours suivants, un volume pareil consiste de ressembler encore à un homme sans fortune, mais d'autres n'avaient ni la patience ni l'instinct nécessaires. Le luxe, pour eux, n'était pas une récompense différée, c'était la preuve immédiate qu'ils avaient enfin gagné. Et un homme qui a besoin de prouver qu'il a gagné devient vite un problème pour tous les autres. Il suffit parfois de très peu. Une voiture achetée trop tôt, un manteau neuf, des bijoux offerts, une liasse sortie avec trop de facilité. Un règlement de dette soudain, un visage trop détendu chez un type qui, de habitude, tremble en comptant de l'argent de poche. Les enquêteurs connaissant ces signes, bien sûr. Mais dans le crime organisé, ce ne sont pas seulement les enquêteurs qui les représentent, les chefs les représentent aussi. Les hommes d'expérience savent que le danger ne vient pas seulement des empreintes, des témoins ou des véhicules mal détruits. Il vient aussi du comportement des leurs, d'un complice qui se met à ressembler à quelqu'un qui vient de réussir.
est dans une affaire aussi massive. Le simple fait de sembler enrichi peut être plus compromettant qu'une parole malheureuse. Au-dessus de tous ces hommes plans est déjà une question que personne n'ose formuler trop directement. Qui avez-vous quoi? Qui savait quoi? Qui pouvait relier qui à qui? C'est la question qui dévore toutes les équipes criminelles après un grand coup. Elle ne se pose pas d'un seul bloc. Elle se glisse dans les silences, dans les temps de réponse, dans les regards, dans les petites fautes qui, prizes séparément, paraissent insignifiantes et qui, accumulées, composent soudain le portrait d'un homme devenu trop visible. Un véhicule abandonne un espace seulement, un véhicule abandonne. C'est une chaîne de nuit. Un homme trop de pensier n'est pas seulement un homme trop de pensier. C'est une future conversation policière. Un type qui panique n'est pas seulement un type nerveux, c'est un possible témoin. Et dans cet univers-là, la peur d'un futur témoin vaut parfois condamnation immédiate. Il faut imaginer la manière dont la paranoïa s'installe réellement si il n'est pas un éclair soudain. Pas un basculement théâtral où tous les hommes présents dans une pièce comprennent en même temps que la fête est finie. C'est place lente, place organique, presque place banale dans sa progression. D'abord, quelqu'un fait une remarque sur une pensée. Puis un autre apprend qu'un véhicule a été retrouvé. Un troisième entend dire qu'un associé a parlé un peu trop librement dans un bar. Rien n'est encore prouvé, rien n'est encore ouvertement fatal. Mais quelque chose change dans la texture des échanges. On plaisante moins, on téléphone autrement, on évite certains lieux, on écoute plus attentivement ce qui dit l'autre, mais surtout ce qu'il ne dit pas. Et très vite, chaque conversation contient une seconde conversation invisible. Entièrement consacrée à évaluer le danger humain contenu dans la personne en face, dans les grandes tragédies criminelles. Le sang ne vient presque jamais seulement de la violence initiale. Il vient de l'impossibilité de maintenir ensemble des hommes que l'argent a déséquilibrés. Le braquage, lui, avait nécessité une coordination froide, l'après-casse. Au contraire, exigeait une discipline psychologique que très peu possédaient vraiment. Il fallait accepter d'être riche sans en avoir l'air, accepter de toucher une fortune sans changer d'allure, accepter que le triomphe n'autorise aucune célébration, accepter enfin une vérité insupportable pour les égos fragiles. Le plus grand casse de l'histoire américaine n'avait pas fait d'eux des rois, seulement des survivances temporaires. Pour certains, cette vérité était trop humiliante. Ils voulaient en sentir la victoire dans la matière même du quotidien. Et c'est souvent ainsi que commencent les condamnations dans l'ombre. Non par trahison avérée, mais par incapacité de mieux modestement vivant. Jimmy Burke, dans beaucoup de récits, apparaît ici stade comme une figure presque géologique, un homme qui ne réagit pas à la manière des autres, qui ne s'exalte pas de la même façon, qui ne laisse pas le succès lui monter au visage parce qu'il sait déjà que le succès est devenu un risque plus grand que le volume lui-même. Si qui terrifie dans ce genre d'homme, si n'est pas seulement sa violence potentielle, c'est sa faculté à regarder les autres comme des variables, là où certains voient encore des partenaires, des visages familiers, des hommes avec qui ils ont partagé une nuit capitale. Lui peut commencer à voir une liste de problèmes à résoudre. On type malgré un détail logistique. Un autre dépense trop, un autre pourrait parler sous pression. Un autre boite, un autre fréquente les mauvaises personnes. Dans un monde régi par la suspicion, si ces défauts ne sont plus des défauts, s'ils sont des arguments mortels, il est possible que plusieurs de ceux qui avaient touché de près ou de loin à l'opération aient senti ces changements avant même d'en comprendre la portée. Le climat devait devenir plus dense, un peu moins de chaleur, un peu plus de distance, des rendez-vous annulés, des injonctions plus sèches, peut être même un étrange besoin de se justifier sans qu'on le leur demande.
C'est une réaction humaine très ancienne. Lorsqu'on sent la menace monter, mais qu'on ignore sa forme exacte. On parlait davantage, on expliquait. On promettait, on jurait sa loyauté. Précisément au moment où parler davantage devient dangereux, place un homme se sent soupçon. Place il risquait d'alimenter lui-même les soupçons dans une structure mafieuse. C'est la pute se faire stellar en destin, le plus terrible. Dans cette phase de l'affaire, c'est ce qu'elle inverse toute la logique du braquage. Pendant le volume, le courage, l'audace, l'efficacité, la capacité à réagir vite sont des qualités. Après le volume, ces qualités contiennent moins que la faculté à se faire. L'homme d'action devient suspect s'il reste trop visible. Le plus nerveux devient le plus fragile, le plus bavard. Le plus exposé, le plus fier. Le plus condamnable, d'un seul coup. Les héros du crime ne sont presque cueillants entre eux, mais ceux qui savent disparaître dans leur propre quartier comme s'ils n'avaient jamais rien remporté. Le problème est que les hommes attirés par de tels coups ne sont pas toujours ceux qui savent s'éteindre après avoir flambé. Ils aiment la sensation d'avoir dominé. Ils ont besoin qu'elle se lise quelque part, sur leur visage, sur leur mode de vie, dans la manière dont les autres les regardent. C'est cette faiblesse très humaine qui transforme tant de grands braquages en funérailles différées. Et au milieu de tout cela, il y avait encore la police, encore la presse, encore le bourdonnement croissant d'un scandale national. Plus l'affaire prenait de l'ampleur à l'extérieur, plus la tension montait à l'intérieur, les journaux ne voyaient pas toujours juste. Mais ils imposent un climat. Ils rappellent à tous que le coup est immense, que les autorités sont humiliées, que des millions manquent à l'appel, que les regards vont se tourner vers les réseaux connus, vers les bookmakers, vers les figures habituelles du banditisme new-yorkais. Chaque gros titre, chaque mention du montant, chaque écho du braquage dans l'opinion publique divide, agir comme une main invisible se rend davantage la gorge des participants. Plus le monde extérieur s'approchait de la vérité, plus le monde criminel se repliait sur sa logique la plus ancienne. Réduire les risques, quel qu'en soit le prix humain. Dans ce genre d'atmosphère, la loyauté n'est plus une valeur morale. Elle devient une performance. Il ne suffit pas d'être fidèle. Il faut avoir l'air fidèle d'une manière convaincante pour des hommes qui ne croient plus vraiment en personne. Et cette exigence est presque impossible à satisfaire, car tout devient interprétable. Le silence peut signifier la maîtrise ou la peur. La prudence peut signifier l'intelligence ou la dissimulation. La nervosité peut traduire l'inquiétude naturelle ou l'intention de parler. Même la simplicité peut paraître jouée. Une fois la paranoïa installée, aucun comportement n'est protégé complètement. Seulement des lectures du danger. La grande réussite du Lufthansa était en train de créer son propre tribunal intérieur. Et ce tribunal n'avait ni règles stables ni pitié, certaines morts. Seront regardées comme des conséquences directes du cas, d'autres comme des règlements de comptes greffés sur un climat déjà empoisonné. Mais ce qui compte ici, dans la logique dramatique de cette partie, c'est moins la liste complète des victimes que la naissance du mécanisme qui les rend possibles. Si mécanisme repose sur une idée atroce. Mais limpide, lorsqu'un crime est trop important pour être porté collectivement, le groupe commence à sacrifier ses marges, ceux qui s'aventent un peu trop sans être indispensables. Ceux qui ont commis une faute, ceux qui pourraient paniquer. Ceux dont la simple existence rappelle un lien compromettant, ainsi. La presse cassée n'est plus une période de partage, c'est une période d'écrémage. On ne protégeait pas tout le monde. On décide. Formellement ou non, qui méritait encore d'exister dans le périmètre du secret. Il serait pourtant trop simple de ne voir la qu'une pure froideur mafieuse, comme si que sommes éteints des machines. Ce qui rend l'histoire plus troublante, c'est qu'ils restent humains jusque dans leur cruauté. Ils sont purs, ils imaginent les menottes.
les interrogatoires, les trahisons. Ils se représentent les journaux, les visages de leurs proches. La honte, la prison. Les années perdues, etc. pour humaines. Au lieu de les rapprocher, les pousser à se débarrasser les uns des autres. C'est peut-être cela le cours véritable de l'affaire Lufthansa, non pas seulement un volume gigantesque. Mais l'illustration parfaite de la manière dont une fortune mal acquise dissout toute fraternité. Les hommes qui entrent ensemble du même but découvrent qu'ils ne partagent pas la même capacité à survivre et à son point. Dans les bars, dans les appartements, dans les maisons où l'on recompte, dans les parkings. Dans les rues secondaires de Brooklyn et du Queens, l'argent circule comme un fantôme impossible à stabiliser. Chacun voit sa part, mais personne n'ose trop en parler. Chacun s'essaie d'observer, mais feint encore la normalité. Il y a peut-être eu des rires, des gestes de soulagement, des promesses qu'on se reverrait bientôt, qu'il fallait juste se tenir tranquilles. Que tout finirait par retomber, mais sous ces gestes devaient déjà vivre une autre vérité. Certains ne rêveraient pas longtemps les autres, certains n'auraient même pas le temps de comprendre ce qui les avait condamnés. L'affaire avait dépassé le stade de la réussite. Elle entrait dans celui de la sélection violente. La ville, elle, continuait à tourner avec son indiférence habituelle les métros, les camions, les cafés trop ouverts, les chauffeurs, les employés, les policiers, les mères de famille, les hommes fatigués qui sortaient du travail, c'est ces contrastes qui rendent toujours ces histoires presque insupportables. Pendant qu'un cercle de hommes glisse vers la pure meurtrière, le reste du monde vit encore dans la banalité. Personne, dans les rues ordinaires, ne voit le poison circulaire. Personne n'entend vraiment la phrase non prononcée qui domine désormais toutes les autres. Nous avons trop réussi pour rester nombreux, et plus les jours avancent. Plus cette phrase gagne un pouvoir, elle s'infiltre dans les décisions, dans les absences, dans la manière dont certains commencent à se volatiliser non pas encore parce qu'ils fuient, mais parce que d'autres ont décidé qu'ils étaient déjà de trop. On ne parle plus alors de compagnons d'un couple historique. On parle de maillons faibles, de risques, d'erreurs humaines devenues incompatibles avec la survie du reste. Le crime organisé possède cette logique terrible. Il emprunte à l'entreprise sa rationalité froide, mais il lui retire toute légalité, toute limite, toute responsabilité morale. Un homme n'est pas licencié. Il y est effacé. Pour ceux qui observaient Jimmy Burke. Ou des hommes comme lui, la leçon devait être claire. Même si elle n'était jamais formulée devant tout le monde. L'agent de Lufthansa Heist n'autorisait ni triomphe personnel ni relâchement. Il commandait une cure brutale de discipline. Ceux qui ne s'y plieraient pas deviendraient des preuves ambulantes. Donc des cibles. Et c'est là que la peur change encore de qualité. Elle n'est plus seulement la peur d'être arrêtée par les autorités. Elle devient la peur de son propre camp. Cette peur la aspire parce qu'elle n'offre aucun refuge. On peut parfois se cacher des policiers, retarder une arrestation. Mentir des managers. Gagner du temps, mais comment se cacher durablement de hommes qui connaissent vos habitudes, vos dettes, vos fréquentations, votre voix, votre famille, vos faiblesses, vos mensonges favoris. Comment se cacher de ceux avec qui on a commis le crime? L'après-casse ressemblait alors à une pièce où l'air manque de plus en plus. Alors même que personne n'a encore officiellement fermé les portes, les hommes impliqués respirent toujours, mangent toujours, dorment peut-être encore un peu. Mais leur monde s'est contracté, chaque bruit peut annoncer une visite. Chaque voiture inconnue peut sembler surveiller. Chaque silence au téléphone peut paraître chargé d'intentions. Le succès historique se retourne contre eux comme une lumière trop forte. Ils voulaient l'argent. Ils ont obtenu la lumière et dans leur univers.
Être trop éclair revient déjà à ses consommateurs, ainsi la quatrième partie de l'histoire n'est pas celle d'une victoire, mais celle d'une lente invasion morale. Le braquage a montré des hommes capables de coordonner la peur des autres. Désormais, ce sont eux qui vivent sous le régime de la peur. Ils avaient en contrôle les employés d'un terminal. Ils ne contrôlaient pas leur propre imagination. Ils avaient traversé la nuit avec méthode. Ils traversaient maintenant les jours avec méfiance. Ils avaient vol ensemble. Ils commençaient à comprendre qu'ils ne pourront peut-être pas survivre ensemble. Et dans cette compréhension-là, silencieuse, progressive, presque organique, se trouve déjà l'odeur des disparitions à venir, car avant même que le premier corps ne fixe la légende dans le sang, quelque chose de fondamental était déjà mort. L'idée qu'un si grand secret pouvait être partagé sans que les hommes ne finissent par se regarder comme des tombeaux possibles. Voilà la vraie basculée. Voilà le centre noir du Lufthansa Heist. Non pas simplement de la fortune, non pas seulement de la prouesse, mais le moment exact où l'argent cesse d'être un butin et devient un instrument de tri. À partir de là, place personne n'est vraiment riche, chacun devient seulement place ou moins menace. À ce stade, l'argent n'était plus une récompense. Il était devenu une présence, pas une présence abstraite. Pas une somme couchée sur du papier dans les colonnes d'un journal, mais quelque chose de vivant, de presque organique, qui circulait entre les hommes comme un poison lent. Au début, chacun avait voulu sa part comme un vieux une revanche sur le monde. Sur les humiliations enchaînées, sur les dettes, sur les nuits passées à dépendre d'hommes plus puissants, sur cette sensation d'être toujours à portée du luxe sans jamais pouvoir le toucher. Mais une fois le cas accompli, une vérité brutale s'imposa. L'argent n'était pas venu seul. Il avait amené avec lui le soupçon, la surveillance, la jalousie, la peur d'être trahi, et sur toute cette question qui commence à dévorer les groupes criminels de l'intérieur des coins coupe dépasse les proportions habituelles. Combien d'entre nous sont désormais de trop? C'est cette question qui ronge les jours suivants. Passe d'un coup, passe avec fracas. Mais comme l'humidité ronge un mur, elle s'insinue dans les phrases cortèses, dans les ordres secs, dans les silences qui s'allongent, dans les appels qui ne sont pas rendus, dans les rendez-vous reportés, dans les regards qui ne tiennent place tout à fait de la camaraderie, les hommes qui avaient participé. Directement ou par ricochet, à l'opération étayant lies par un secret élément colossal qu'il finissait par rendre toute proximité suspecte. Place personne n'avait intérêt si que le cercle reste large, place le secret était grand. Place il exigeait d'être porte par plus de monde, et dans l'univers de Jimmy Burke. Cette logique n'était pas théorique, elle n'avait rien d'un dilemme moral. C'était une méthode de survie, on comprend alors pourquoi l'affaire Lufthansa fascine autant. Ce n'est pas seulement le récit d'un braquage brillant ou d'un butin inimaginable. C'est le moment où l'argent révèle ce qu'équivalent réellement les hommes qui l'ont désiré. Avant le volume, on peut encore parler d'équipe, de réseau, d'organisation, d'amitiés d'intérêt, de fidélités fragiles mais fonctionnelles. Après le volume, le décor tombe. Les hommes redeviennent ainsi qu'ils sont sous pression, prudents, inconséquents, cupides, calculateurs, superstitieux. Parfois presque enfantins dans leur besoin de se rassurer, parfois monstrueux dans la vitesse avec laquelle ils acceptent qu'un autre disparaisse si cela protège leur propre respiration. Le butin n'a pas créé leur vraie nature, il l'a accélérée. Dans les jours qui suivent, elle existe toujours, au moins brièvement, un espace de fiction. Chacun tente d'agir comme si tout pouvait encore rester contenu, comme si le coup avait été si propre, si bien conçu, si parfaitement exécuté, qu'il suffirait désormais d'un peu de discipline pour que tout se tasse. On s'est dit que la police cherchera ailleurs,
quelle tâtonnera, que les journalistes parleront quelque chose puis passeront à autre chose, que les employés de l'aéroport n'ont vu que des silhouettes, que le monde criminel connaît ses propres règles de silence. Mais cet espace de fiction ne tient jamais longtemps, surtout quand plusieurs millions de dollars ont disparu et que le pays entier commence à regarder dans la même direction. Les noms ne sont pas encore prononcés à haute voix dans les journaux, mais la pression monte déjà. Les enquêteurs remuent, les conversations changent de ton. Et surtout, une faute a déjà été commise. Parnell Stacks Edwards avait une mission claire, faire disparaître le vent utilisé pour le braquage. Pas le cacher maladroitement, pas le repousser à place tarde, pas l'oublier entre deux excitations, le faire disparaître. Dans un crime de cette taille, les véhicules sont comme des nerfs à vivre. Ils transportent plus qu'un déplacement. Ils transportent des traces, des fibres, des possibilités d'identification, des chemins, des recoupements. Un véhicule malgré n'est pas un simple détail logistique. C'est une porte laissée ouverte vers toute une constellation d'hommes qui auraient rien dû rester invisibles. Et c'est exactement ce qui s'est produit ici. Le vent foot retrouve. Dès cet instant, le braquage ne fut plus seulement un exploit. Il devint une opération contaminée par l'erreur humaine. Pour Jimmy Burke, ou pour n'importe quel homme de son espèce, cette erreur ne relevait pas de la maladresse. Elle relevait de l'inacceptable dans beaucoup d'histoires criminelles. Le public imagine que la violence n'a de grandes trahisons, de retournements spectaculaires. De pactes brisés en pleine lumière, la vérité est souvent plus sale. Un homme peut mourir pour quelque chose d'aussi banal qu'une tâche mal accomplie, non parce qu'il a vendu les autres, mais parce qu'il a créé les conditions dans lesquelles la paranoïa peut prospérer. Stacks devient alors plus qu'un individu. Il devient un symbole du danger intérieur. Il rappelle à tous qu'une coupe aussi monumentale que le Lufthansa Heist peut s'écrouler non sous l'effet d'un coup de génie policier, mais à cause d'un maillon faible incapable de comprendre la gravité d'une consigne, et dans cet univers-là. Les symboles dangereux ne vivent pas longtemps. Il faut imaginer l'instant où cette conclusion se forme dans l'esprit de ceux qui décident. Pas comme une explosion de rage, mais comme une cristallisation. Le genre de moment où un homme ne voit plus son visage, un passe-partage, un service rendu, un talent. Une faiblesse pardonnable, il ne voit plus qu'un problème. Et dès que quelqu'un devient un problème, toute son humanité reculée, c'est ainsi que fonctionne la cruauté froide. Elle ne s'annonce pas. Elle simplifie, elle transforme une vie entière en équation. Cet homme sait quelque chose, cet homme a mal agi. Cet homme pourrait paniquer, cet homme pourrait boire et parler. Cet homme pourrait être suivi. Cet homme pourrait déjà être une ligne dans le carnet mental d'un enquêteur. Donc cet homme doit sortir du tableau, si raisonnement. Terrible dans sa nudité. Donne à l'affaire Lufthansa sa vraie tonalité morale. Les millions ne servent pas seulement à enrichir. Ils servent à justifier l'effacement. Et quand Stacks meurt, il n'est pas simplement un associé qu'on supprime. C'est un message destiné aux autres. Même s'il n'est jamais formulé ouvertement de façon doctrinale, le message est simple. Le cas est fini, l'époque de l'excitation est terminée. Commence maintenant l'époque de la sélection. Celui qui se comporte comme si la fête continuait n'a rien compris. Celui qui oublie que l'argent a désormais besoin de silence, de froideur, de discipline et d'invisibilité, se condamne. À partir de là, les hommes laissent l'opération marchant dans un paysage transformé. Ils ont peut-être encore leur part. Ils n'ont plus de sécurité. Ils ont participé à l'un des plus grands braquages de l'histoire américaine. Ils ne peuvent même pas profiter librement de la sensation d'avoir gagné. La ville, pourtant, ne change pas, c'est ce qui rend cette période si vertigineuse.
New York continue a produire son bruit, ses bars, ses embouteillages, ses fêtes, ses nuits de quartier, ses petits trafics, ses bookmakers, ses réunions derrière salle. Ces restaurants italiens où l'on plaisante est trop forte, ces salons où l'on entre par la porte de devant et où l'on ressort par des arrangements invisibles. À l'échelle de la ville, le Lufthansa Heist est un séisme médiatique. À l'échelle de la rue, la vie continue. Et dans cette continuité, certains hommes disparaissent presque sans que le monde extérieur comprenne immédiatement ce que cela signifie. Un type qui ne voit place, un autre qui ne répond place, un autre dont la voiture est retrouvée, un autre encore dont les noms circulent avec cette manière particulière quand les noms dans le milieu quand tout le monde sait qu'il vaut mieux ne pas se poser trop de questions. Le crime organisé possède une forme d'hypocrisie très particulière. Il repose officiellement sur la loyauté, le respect, la mémoire des services rendus, les hiérarchies, les affiliations, les appartenances, mais lorsque l'argent atteint un certain niveau et que la chaleur policière monte, cette façade craque, la loyauté se révèle conditionnelle. Le respect se réduit à la peur inspirée, la mémoire n'est protégée que ceux qui sont encore utiles. L'affaire Lufthansa fait mal précisément parce qu'elle arrache le vernis. Elle montre qu'au cœur du rêve mafieux. Là où certains ont voulu voir des codes, de l'honneur, une famille parallèle et des règles, il y a aussi quelque chose de plus nu. Une logique de conservation brutale où l'individu n'existe que tant qu'il ne met pas l'ensemble en danger. Henry Hill. Observateur, participant périphérique. Homme du milieu et futur témoin. Est l'un de ceux par qui cette réalité deviendra lisible pour le public. Mais même avant qu'il parle, même avant que les livres et le cinéma transforment le cas en idée, la structure profonde de l'histoire était déjà là. Des hommes se sont enrichis d'une coupe. Puis ils ont découvert que l'argent ne consolidait pas la confiance. Ils l'abolissent. Chacun devient alors un dépositaire d'informations, un nœud de connexions. Un être susceptible de craquer sous pression ou de devenir imprudent par vanité, à mesure que la peur grandit. La simple existence d'un complice peut devenir intolérable, si n'est pas qu'on sait qu'il parlera. C'est qu'on ne peut pas garantir qu'il ne parlera jamais. Et dans l'esprit d'hommes comme Burke, l'incertitude elle-même devient insupportable. Cette logique la fabrique un climat plus sinistre encore que le braquage. Pendant le volume, la violence a un objectif clair. Neutralizer, prendre, partir après le volume. La violence devient presque atmosphérique. Elle n'est plus tournée vers son lieu, mais vers les marges humaines du secret. Elle ne surgit plus d'une nécessité visible, mais d'une possibilité de futur désastre. Un homme n'est pas abattu pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il pourrait faire ou pour ce que les autres imaginent qu'il pourrait devenir. C'est cela, la vraie paranoïa. Non pas une pure délirante sans fondement, mais une rationalité dévoyée qui transforme chaque personne en risque anticipé. Dès lors, les décisions les plus atroces peuvent se présenter à ceux qui les prennent comme des précautions presque raisonnables. Il y a quelque chose de profondément tragique dans la manière dont ces hommes sont pris au piège de leur propre réussite, s'ils avaient échoué. Beaucoup auraient fini en prison ou en fuite, mais l'histoire serait restée d'une certaine façon plus simple. Leur succès, en revanche, ouvre une zone morale où tout devient plus ambigu et plus terrifiant. Ils ont gagné trop gros pour pouvoir respirer normalement. Ils ont frappé trop fort pour rester nombreux autour du secret. Ils ont volé trop d'argent pour continuer à se comporter comme avant. C'est une victoire qui impose le duel immédiat de toutes les jurettes, à partir de ce moment. Le Bhoutan ressemblait moins à une richesse qu'à un centre de gravité noir autour duquel tournaient des hommes qui commençaient à s'éliminer les uns les autres. Les récits ultérieurs parleront de fureurs, de voitures, de dépenses visibles. D'hommes incapables d'attendre, incapables de comprendre que le luxe ostentatoire,
juste après un cassé par elle, revient à écrire soi-même sa propre convocation. Et si dit-elle de tout, si ne sont pas seulement les flics qu'il faut tromper, il faut aussi rassurer les siens, montrer qu'on n'est pas un danger. Montrer qu'on sait rester terne, presque pauvre en apparence. Qu'on ne confondra pas par de recueillir permission de brûler. Ou beaucoup d'hommes du milieu ont précisément construit leur vie autour du désir d'être un fan vous. C'est pourquoi tant d'entre eux sont structurellement inaptes à survivre à un grand coup. Ils savent convoiter. Ils savent agir. Ils savent intimider. Mais ils ne savent pas porter l'argent comme un silence. À mesure que les jours passent, la peur se raffine. Ce n'est plus seulement la peur du coup de feu ou de la descente de police. C'est la peur d'être évalué. Chacun sait qui les observe. Même sans être formellement convoqué ou interrogé, on regarde sa manière de dépenser, sa manière de parler, sa manière de se tenir, son rapport à la boisson et ses fréquentations. Le moindre écart peut être lu comme un signe de déséquilibre. Et dans un univers où l'on préfère prévenir plutôt que regretter, les déséquilibres se payent cher. Il ne faut jamais oublier que la mafia, au fond, déteste l'imprévisible place qu'elle ne déteste la police. La police est un ennemi déclaré, l'imprévisible. Lui se cache dans vos propres rangs. Il a votre numéro, connaît vos habitudes. Partage votre secret. Voilà pourquoi la violence la plus redoutée vient souvent de l'intérieur. C'est ce qui le rend si central dans la mémoire de l'affaire. Il n'est pas simplement l'occasion par sa réputation de cerveau ou d'organisateur. Il incarne surtout l'après-coup. Ces moments où le volume cesse d'être une prouesse pour devenir une question de menaces humaines. Dans les récits qui ont traversé les décennies, il apparaît comme un homme qui mesure très vite que l'argent ne sera pas le seul enjeu. Il faut désormais contenir les conséquences. Elles ont des visages familiers. Elles entraînent dans vos bars, rien à vos tables. Vous appelant au téléphone, on dit souvent que le crime organisé repose sur la proximité. C'est vrai, mais cette proximité devient insupportable lorsqu'elle est saturée de suspicion. Plus les hommes se connaissant, plus ils savent précisément qui pourrait les trahir. Le plus ironique peut être que, dehors, beaucoup auraient encore pu envier ces hommes, les imaginent triomphants. Protégés, riches au-delà de toute mesure. Maîtres d'un butin historique. Or en réalité, plus le mythe du cas se grandit à l'extérieur, plus leur univers intérieur se rétrécit. Ils ne vivent plus dans le triomphe. Ils vivent dans la maintenance du secret. Et cette maintenance n'a rien de glorieux. Elle exige d'être présente sans se montrer. Calme sans relâcher, prudent sans faiblesse, moi sans paraître tendu. Elle exige aussi d'accepter que d'autres soient effacés pour le bien du tout. C'est là que l'argent révèle le prix réel de sa possession, non pas seulement des crimes commis, mais l'obligation de consentir ensuite à une chaîne de décisions où chaque survie individuelle peut se négocier contre une autre. L'affaire Lufthansa devient alors une tragédie désmagée. Pas seulement les grandes figures, pas seulement les noms connus, mais tout ce qui gravitent autour du centre brûlant sans y être totalement à l'abri, les intermédiaires, les exécutants, les hommes chargés d'une mission secondaire, les bavards, les ambitieux, les inconséquents, ceux qui ont rendu un service et pensent avoir gagné une place, ceux qui n'ont reçu qu'une petite part mais savent déjà trop, ceux qui ont été utiles une nuit deviennent encombrantes des laubes. Dans ce type d'histoire, le danger n'est pas distribué selon la morale, ni même selon l'importance réelle de chacun. Il est distribué selon l'angoisse que votre existence provoque chez plus puissant que vous. Voilà pourquoi cette cinquième partie ne peut pas être racontée comme une simple séquence de règlements de comptes, si il serait trop sec, trop mécanique, presque trompeur. Si qui compte, c'est l'atmosphère qui rend ces règlements de comptes presque inévitables.
Une atmosphère de compression. Un monde dans lequel chaque homme sent qu'il y a désormais trop de mémoire en circulation. Trop de détails connus, trop de comportements difficiles à contrôler. Trop d'argent pour être gardé proprement, trop de raisons aussi pour que certains imaginent déjà fuir. Parleur, ou du moins laisser filtrer quelque chose. À partir du moment où cette atmosphère s'installe, le groupe naît plus un groupe. C'est un chemin. Le plus effrayant est que beaucoup de ceux qui marchent alors vers leur fin ne doivent pas nécessairement se croire condamnés tout de suite. Certains ont probablement pensé qu'ils pouvaient encore se rattraper, se faire oublier. Rassurer, promettre. Attendre que l'orage passe, c'est humain. On sous-estime presque toujours la vitesse avec laquelle les autres peuvent décider qu'on est plus tolérable. On se dit qu'on a encore du crédit, qu'on a rendu des services, qu'on n'est pas si important. Justement, donc pas si menace. Mais dans l'après-Lufthansa, ne pas être central n'est pas une protection. C'est parfois l'inverse. Plus vous êtes périphérique tout en sachant quelque chose, plus vous pouvez devenir sacrifiable dans cet univers. Les mots ne nettoient jamais vraiment le problème. Elles ne font que déplacer la peur. Chaque disparition réduite peut être le nombre de bouches susceptibles de parler, mais elle augmente le niveau général de terreur. Elle rappelle aux survivants que le secret n'est pas seulement gardé par le silence. Il est gardé par la possibilité de finir soi-même au fond d'un terrain vague, dans le coffre d'une voiture ou sous la terre, sans cérémonie, sans explication officielle, sans justice. À force, la gestion du risque devient elle-même un risque. Car un homme terrifié est réellement plus stable qu'un homme vaniteux. La paranoïa que l'on croyait contrôler finit par contaminer tout le système. Et c'est là que le cas Lufthansa cesse définitivement d'être un simple fait divers spectaculaire. Il devient une radiographie de l'intérieur mafieux. Pas de son idée, pas de sa façade, mais de sa matière réelle, une matière faite de purs calculés. De hierarchies mouvantes, de profits empoisons, de fidélités reversibles, d'hommes qui revendent grand mais mirent souvent pour de petites erreurs. Ce que le public admire parfois comme une audace criminelle se dévoile alors comme une structure incapable de supporter durablement sa propre réussite, plus le coût est grand. Moins les hommes qui l'ont fait pouvant continuer à vivre ensemble, l'argent du Lufthansa heist. Au fond, agite comme une lumière qui brûle toutes ces qu'elle éclaire. Elle éclaire la cupidité, l'amateurisme, l'arrogance, la peur, la froideur des chefs, la fragilité des exécutants, la vacuité du mode famille quand ils se trouvent confrontés à la préservation du secret. Ceux qui ont survécu quelque temps encore n'ont pas seulement vécu avec le risque d'être arrêtés. Ils ont vécu avec la preuve quotidienne que leur monde n'offrait aucune sécurité réelle, pas même à ceux qui venaient de les servir avec une efficacité historique. Ainsi, lorsque l'on regarde cette période de l'affaire, il faut oublier l'image romantique du butin soigneusement partagé entre des hommes soudés par le même exploit. Cette image est faussée, ou du moins très incomplète. La vérité est plus sombre. Le partage existe, bien sûr, mais il est contaminé dès le départ. Chaque enveloppe, chaque liasse, chaque portion du pactole porte déjà en elle la possibilité d'un enterrement futur. Plus l'argent circule, plus la menace s'individualise. Plus chacun récolte, plus chacun peut devenir un problème. Le grand volume a réussi, oui. Mais à partir du moment où les parts sont distribuées, le compte à rebours change de nature. Il ne mesure plus le temps avant l'arrestation possible. Il mesure le temps avant que le groupe se dévore assez pour se réduire à ceux qui font le plus peur. Et dans cette mécanique, il y a quelque chose de presque parfait dans l'horreur. Le crime qui avait demande coordination, confiance relative et discipline engendre ensuite exactement l'inverse. Fragmentation, soupçonned violence preventive.
C'est cela qui donnait à cette affaire sa force tragique. Les hommes ne sont pas détruits malgré leur succès. Ils sont détruits par lui. Les braquages ne précèdent pas simplement les disparitions. Il les contient déjà comme une promesse cachée. Chaque dollar au terminal cargo semblait offrir une sortie. En réalité, il resserrait la porte.